Retourner dans le monde de Nanatsu no Taizai, et avec une nouvelle histoire mettant en avant l'un des personnages les plus appréciés du manga, avec l'animation qui a séduit tout le monde et qu'elle mérite vraiment. Cette histoire doit être un mensonge, ou pas? Apparemment non. Avec cette histoire qui va vous plaire, on passe des 7 péchés capitaux aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais commençons depuis le début avec Perceval, un garçon de 15 ans qui aime chasser des oiseaux comme celui-ci avec l'aide de son grand-père. Malgré son âge, ce dernier est un homme très puissant, et son petit-fils n'est pas en reste avec beaucoup d'agilité et de force. Cependant, cela n'a pas d'importance pour eux. Ils aiment simplement cuisiner, chasser un moment, passer du bon temps ensemble, faire des compétitions de sumo, les choses simples pour être heureux. En plus de se préparer, car Perceval est à un jour de fêter ses 16 ans. C'est à cette date que le grand-père et le père du protagoniste ont quitté le nid pour découvrir le monde qui s'étend sous cette montagne très haute mais minuscule, un endroit où n'importe quel aventurier serait heureux, car tout est possible. On peut y rencontrer des magiciens, des chevaliers, des sorcières et beaucoup de mystères, ce qui semble peu importer au garçon, qui veut simplement passer ses après-midi et ses soirées en compagnie de son grand-père. Il dit cela en partie parce qu'il apprécie le temps passé avec son vieux. Mais en vérité, et il ne peut pas le cacher, l'idée de parcourir le monde le fait rêver. À tel point que cette nuit-là, à force de trop penser, il n'arrive pas à rester en place et finit par s'endormir dehors, devant la maison. Et là, il voit s'approcher un chevalier sur une barque fantôme, ce qui l'impressionne beaucoup, lui qui n'a vu que des nuages toute sa vie. Il se présente, attention, comme le chevalier sacré Ironsid, qui est à la recherche d'un vieil ami nommé Bergiz, justement le grand-père. Alors il le laisse passer. Cependant, il ressent une aura étrange chez ce type, et au lieu d'admirer la barque, il a un mauvais pressentiment, vous voyez. Le chevalier retrouve son grand-père, et en le voyant utiliser une arme sacrée pour couper de la viande, il le reconnaît comme ce compagnon avec qui il s'est enfui il y a 16 ans. Et le vieil homme lui répond que c'est eux qui l'ont trahi, déclenchant ainsi un combat épique. Cependant, le chevalier est bien au-dessus de sa puissance avec ses attaques en X. Et c'est là que Perceval arrive pour voir son grand-père mourant. Et non seulement cela, mais le chevalier tue aussi le petit. Ce n'est pas pour une raison personnelle, mais parce que, selon la prophétie d'Ironsid, les 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront bientôt pour mettre fin à son roi. Et il doit éliminer les candidats potentiels. Cependant, il n'a pas pris en compte que le petit, malgré sa blessure, est fort. Il réussit à se lever pour dire adieu à son grand-père qui n'a pas eu cette chance. Se sent-il coupable de n'avoir pu le protéger? Cependant, le vieil homme sait que dans sa vie, il finira par rencontrer la personne qu'il devra vraiment protéger. Il n'était qu'un vieil homme très heureux que son petit-fils ne veuille pas l'abandonner si vite. Et maintenant, avec la situation, il est libre de découvrir le monde en lui disant ses derniers mots. Et en fait, Ironside est en réalité son père. Cependant, sans beaucoup plus de force, il fait simplement ses adieux à son cher petit-fils. Il ne reste que le protagoniste, qui passe plusieurs jours en deuil, découvre le cadeau que son grand-père lui avait préparé pour son anniversaire, ainsi qu'une lettre rappelant leur bonheur commun. Ainsi, une fois guéri, le protagoniste enterre son grand-père et décide de partir à l'aventure vers le village, ce qui lui prend plus d'1 jour et demi avant d'atteindre le sol de la chère Bretagne. Ça vous dit quelque chose? Et voici un peu d'histoire, car cette terre, comme les fans le savent, a été divisée par la grande guerre entre démons et anges, qui s'est terminée grâce à un groupe de bêtes appelé les 7 péchés capitaux. Et maintenant, nous nous retrouvons dans la même Bretagne, mais 16 ans plus tard. Et c'est ici que Perceval, un peu perdu, rencontre ce renard qui semble ne pas le comprendre, mais auquel il s'attache. Et il le suit jusqu'à tomber sur ces artistes de cirque qui répètent leur tour et qui, sans s'en rendre compte, ont un spectateur très enthousiaste devant leur travail. Malgré tout, le plus rusé du groupe, Donnie, profite de sa naïveté et lui fait le tour de magie de faire disparaître ses affaires pendant qu'il s'enfuit. C'est pourquoi les 2 autres savent que ce qu'ils font est mal, surtout que ce garçon semblait si seul. Cependant, avant qu'il ne puisse revenir, le protagoniste les rattrape et, de façon naïve, apprécie beaucoup le tour de Donnie. Ainsi, il gagne un peu d'affection de la part de ce groupe. Il leur demande alors s'ils connaissent Ironside, le chevalier sacré qui a tué son grand-père, en le disant sans aucune gêne. Bien que personne ne sache rien, il lui conseille quand même de demander au village voisin. Même sans talent de saltimbanque, ils en profitent pour l'approcher en partageant leurs problèmes, tout en travaillant la magie. Parce que les 3 n'ont pas pu aspirer au but de tout aventurier, devenir un chevalier sacré, car leur pouvoir n'a jamais été suffisant. Mais bon, il continue son chemin. Cependant, il semble que le village soit attaqué par un loup, et c'est l'occasion de gagner un peu d'argent, ou au moins un logement. En fait, le petit loup est un monstre, donc il vaut mieux fuir.
Cependant, dans la cabane, il y a des victimes, et le protagoniste s'est promis de ne jamais abandonner personne s'il a le pouvoir de les protéger. Cependant, en utilisant l'arc, il se met simplement en danger. Et c'est là que Donnie, dans son orgueil, fait ressortir un peu ce chevalier qu'il veut devenir, et il finit assez blessé. Alors Percival, en voyant cela, libère son pouvoir et utilise seulement ses mains. Dans une scène impossible, il abat la bête d'une simple gifle. Cela libère un sceau maudit déjà observé avec l'oiseau qui avait chassé son grand-père quelques jours plus tôt. Mais l'important, c'est qu'il devient un véritable phénomène dans le village, et maintenant, comme un héros pour tous. La célébrité ne l'intéresse pas vraiment, il prend juste un bain avec Elba, avec qui tout est normal. Ils se voient nus, ils en profitent pour discuter un peu tout en se rapprochant, car elle pense que Perceval est un enfant, mais il s'avère qu'il a les mêmes 16 ans que les autres. Et c'est ici que commence sa recherche d'Ironside. Cependant, personne ne semble avoir d'informations, ou enfin presque personne. Ce guerrier en armure, Pelgar, apparaît. Il ne connaît pas seulement Ironside, à qui il ressemble, mais aussi le grand-père. À un moment donné, il commence à leur manquer de respect, et le grand costaud s'interpose seulement pour se prendre un coup de cette bête inamovible. N'arrivant pas à s'entendre avec Percival, il lance un combat où le chevalier semble croire en la force du héros. Mais au final, ce n'est rien pour lui. Il le comprend, car il n'utilise ni armes ni magie. Il ne lui reste qu'à le forcer à se rendre pour l'emmener. Son but, tandis que les autres assistent impuissants à la raclée, où, faute de reddition, les coups s'intensifient. Cependant, lorsqu'un enfant du village décide de le motiver, tout change, car pour la première fois, il parvient à bouger l'armure la plus lourde du village. Avec une magie qu'il disait ne pas avoir, il ne comprend donc pas ce qui arrive à son corps. Son pouvoir étant immense, le chevalier le sait et utilise donc aussi sa magie, puisque le protagoniste lui a dit que c'était le plus juste pour ce combat. Cependant, les flammes de Pelgar finissent par être trop fortes et enveloppent le protagoniste, qui devrait abandonner avec de telles blessures, mais il ne le fera pas. Un phénomène curieux se produit. De nombreuses marionnettes du protagoniste apparaissent, ce qui intrigue beaucoup. Parce que même si les créatures ne sont pas très puissantes, Percival utilise plusieurs types de magie. Autant par son aura dorée, par ses petites créatures de transmutation, et aussi parce qu'il est en train de se soigner lui-même. En tant que chevalier avec beaucoup d'expérience, il n'a vu qu'une personne sur 1 million comme ça. Donc maintenant, il doit absolument l'emmener avec lui. Cependant, Perceval veut continuer le combat, donnant ainsi l'illusion au peuple qu'il peut gagner. Et c'est Donnie qui réussit à gagner un peu de temps avec sa magie, car il sait que la force de ce chevalier noir est retenue. Alors, avant que la tragédie ne se produise, Donnie décide d'utiliser quelques-uns de ses tours. Mais il est déjà trop tard pour fuir. Heureusement, le renard d'avant apparaît, et sans en faire trop, il se met sur le chemin des protagonistes. Et en utilisant un orbe magique, il emmène ses humains, avant qu'ils ne soient tués, jusqu'aux os d'un dragon. Et c'est ici que l'Anonymanak commence à parler à la créature appelée Sin, et il dit au protagoniste qu'il doit l'accompagner avant qu'on ne le retrouve. Cependant, ces chevaliers noirs ont besoin d'une explication sur ce qui se passe, nous racontant qu'il existe une organisation de chevaliers noirs, qu'ils partagent certaines similitudes dans leurs armures robustes et qu'ils servent le roi maléfique, qui a peur, puisque la prophétie dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nommés guerre, famine, peste et mort, mettront fin à sa vie. Tous géniaux. Alors, avant qu'ils ne se réunissent et ne détruisent le monde, il y a des gens comme le roi qui veulent les éliminer. Et l'organisation du renard cherche à empêcher les cavaliers de semer le chaos. C'est pourquoi il doit l'accompagner et, s'il accepte, il l'aidera à trouver l'endroit où se trouve son père. Mais d'abord, ils devront voyager à Lyons, une ville qui lui est assez familière. Pendant ce temps, allons à Camelot, un royaume caché où se rassemblent les chevaliers noirs, et leur chef leur donne plus d'indices sur les cavaliers, comme le fait qu'ils sont des adolescents qui possèdent un certain trait de pouvoir et des styles de corps avec des coiffures un peu hors du commun. Ce qui rappelle à Ironside, qui est présent, son fils, dont il n'a pas vraiment vérifié s'il lui avait ôté la vie. Quelque chose que Pelgar considère comme un gâchis, puisqu'il pourrait entraîner le petit comme un allié avec tout ce pouvoir. Cela crée une tension entre ces deux-là, car le père doit éliminer Percival. Par fierté envers son roi, ce qui lui fait même perdre tout sentiment pour ce fils qu'il a. Et en plus, parce qu'il a peur de son pouvoir, car c'est le cavalier ayant le plus de chances de détruire ce monde, mais qui pourrait aussi être un enfant qui s'amuse à poursuivre tout ce qu'il voit. Bon, voyons voir, il se perd même dans une forêt, où les fées remarquent qu'il est entré. Pendant que Donnie et Shin, à la recherche de nourriture, rencontrent cette géante qui, pendant sa prière, parle avec l'humain, car dans la forêt où elle vit, il y a récemment des créatures inquiétantes.
justement celle que Percival chasse pour le dîner. Le problème, c'est qu'il entend des cris dans une petite maison, et en enquêtant, il tombe sur cet otage qu'il parvient à libérer et à faire s'échapper sans problème. Cependant, il y avait quelqu'un derrière, et celui-ci en profite pour endormir le protagoniste et remplacer le sujet d'expérience qu'il lui a pris, avec un visage assez macabre, puisque le type connu sous le nom de Nascience était le responsable de tout le chaos dans la forêt. Et ces créatures muté, et c'est quelque chose que craignent aussi bien les fées que la géante, car ce type est connu sous le nom d'herboriste. Dément parce que ses expériences avec des créatures vivantes sont les plus macabres. Pendant ce temps, ses compagnons Donnie et Shin le cherchent, craignant tout ce qu'il pourrait lui faire. Ce type appelé Nascience avec ses potions, surtout avec la mauvaise réputation qu'il a auprès de toutes les créatures. Cependant, la géante ne semble pas vraiment d'accord avec cela. Pendant ce temps, le protagoniste à moitié nu est prêt pour les expériences, pour lesquelles Nascience lui a enlevé ses vêtements, parce que ces vêtements contiennent une charge magique cachée. Attention à cela, en fait, il reçoit des doses de potions que son corps assimile instantanément, tout comme leurs effets, ce qui enthousiasme l'herboriste, qui a maintenant le sujet d'essai parfait. Cependant, quelque chose ne colle pas, car le type est plus calme qu'il n'y paraissait. En fait, il est très empathique. Et on peut lui parler en lui disant qu'il l'a pris en otage, parce que c'est lui qui l'a attaqué en premier. Chez lui, tout comme l'avait fait la fée qui était là avant. Et son regard de vieux pervers, il l'a depuis qu'il est enfant. Cela vient du fait qu'il montre tout ce qu'il émeut, en se mordant et en donnant des indices que le but de ses potions n'est pas aussi personnel qu'il y paraît. Pendant que Donnie et les autres essaie de survivre à toutes les bêtes montées de la forêt. Maudissant l'herboriste, qui après avoir résolu le malentendu avec le protagoniste, décide de le laisser partir. Si son corps parvient à supporter la potion ultime qu'il est en train de préparer, laquelle peut aussi facilement le tuer. C'est pourquoi le protagoniste, qui aurait pu se libérer depuis un moment, s'éloigne et prend ses affaires, pour que Nassien, désespéré, l'attaque et le protagoniste sans problème écrit tout ce qu'il peut. Cependant, en entendant le type désespéré, il se rend compte que cette potion est justement préparée pour sauver la vallée. Quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous savions jusqu'à présent. Il décide donc de faire confiance à ses paroles et boit lui-même le poison, ce qui le fait se tordre un peu. Mais il se relève rapidement avec plus de force et l'énergie nécessaire pour parcourir toute la Bretagne en un instant, faisant de l'expérience un succès grâce à l'intuition du protagoniste. Et pour cela, il est très reconnaissant envers Azien, qui, pour une raison quelconque, décide de prendre le reste de la potion, ce qui l'endort directement pendant un moment. Pendant ce temps, Donnie et les autres surgissent pour constater que le protagoniste va bien, accompagné de l'ennemi des fées de la vallée. Cependant, alors qu'il est inconscient, il mentionne Ordo, et selon les petites créatures, Ordo a été il y a longtemps le premier humain à toucher cette forêt. Et c'était une personne très gentille qui a consacré son temps à étudier toutes sortes d'ingrédients et à préparer des médicaments justement pour les créatures de l'endroit. Il est devenu une sorte de chef et avec le temps, il a rencontré la religieuse et Azien. Ayant été abandonné dès l'enfance, il a choisi de les accueillir et de s'en occuper comme ses propres enfants. Et pendant qu'ils grandissaient, il leur a tout appris sur les plantes, les potions, comment travailler les ingrédients et comment préparer les meilleures de potions. Du moins jusqu'au jour où il a disparu, ce qui a poussé Azien à s'enfermer dans sa cabane comme un fou. Donc, il y a pas mal de mystères. Mais ici, l'herboriste commence déjà à reprendre conscience et il voit que l'état de la vallée Empire, il doit donc utiliser sa préparation, même si les fées du coin ne le laissent pas faire en l'attaquant sans réfléchir. Donc Percival est le seul à le défendre, lui donnant la confiance nécessaire pour mener à bien l'expérience qu'il prépare. Alors, lorsque le brouillard toxique commence à se répandre, éliminant toutes les créatures, Azien utilise sa capacité venimeuse, qui consiste à assimiler n'importe quel liquide qu'il ingère et à le répliquer avec son pouvoir, le répandant instantanément dans toute la forêt, ce qui commence rapidement à avoir un effet positif, surtout sur la vallée, y compris les créatures transformées. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'a accusé. Mais il ressent aussi de la culpabilité pour cela. Et c'est que son père lui a appris que pour comprendre les poisons et trouver le remède aux maladies, il doit travailler avec eux-mêmes. Même s'il devrait se sentir comme la pire personne jusqu'à présent, grâce à son travail, il a pu renverser la situation. Donc les choses se calment pour le moment, tandis que Percival se fait une mule bien grossière et il ne reste plus que les faits. Il s'excuse donc pour toutes les rumeurs qu'ils ont créées sur l'herboriste et celui-ci leur dit que le véritable héros, c'est le protagoniste qui, dans son innocence, connaît le risque qu'il a décidé de prendre pour accomplir cette tâche. Cependant, le renard et ses sens se rendent compte que le poison est encore répandu sur la terre et la source. C'est une fissure dans la montagne, assez suspecte, de laquelle émerge une créature désagréable et déformée, dans le pur style des titans. Il s'avère que c'est le maître Ordo,
qui semble très agressif mais qui attire Nassiens, que sa sœur arrête heureusement au dernier moment. En effet, le corps de cette bête produit la toxine qui a contaminé la vallée. Cependant, le garçon ne peut pas le comprendre en se rappelant l'amour de sa mère pour les créatures et pour cette forêt. Ainsi, dans son entêtement, il s'approche de lui, essayant de le raisonner avec des mots, s'exposant ainsi à un danger. Là où le protagoniste et sa sœur, tentant de le protéger, la jeune fille utilise son corps comme bouclier et se retrouve grièvement blessée. Et c'est là que la fée douce, que le protagoniste a sauvée, entre en scène. Et il s'avère qu'elle est l'auteur de tout ce chaos. Et qui a été chargé de transformer Ordo, avec la justification que le vieil homme est un pêcheur né, et que détruire toute cette zone est la façon de se racheter. Alors à ce moment-là, Percival change de personnalité, et rempli de rage, il jure à Nassiens qu'il va récupérer son grand-père et qu'il ne se laissera pas tromper par cette fée. Encore une fois, l'histoire continue avec Percival, qui était motivé à sauver le père de Nassiens. Cependant, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne sait pas quoi faire. Mais Percival a toujours des idées, car le plus rapide serait d'éliminer celui qui contrôle Ordo. Et ce n'est qu'une simple fée. Cela ne devrait pas poser de problème si ce n'était pas que derrière ce visage mignon se cache Talisker, un autre des chevaliers qui travaillant pour le roi de Camelot. Et par conséquent, Percival sait que c'est un ami de son père. Cependant, le type, sûr de sa force et voyant le désespoir de l'herboriste, lui propose que s'ils arrivent à lui porter ne serait-ce qu'un coup. Ils lui diront la raison pour laquelle son père adoptif se trouve dans cet état aussi déformé, voire pire. Et s'il parvient à le vaincre, il aura la possibilité de rendre à Ordo son état humain. Et même s'il sait que ce ne sont que des provocations, Nassiens n'écoute pas et décide d'attaquer sans réfléchir avec son autre capacité qui lui permet de générer du poison sur différents objets qu'il peut même disperser. Alors Percival veut aussi l'aider, mais Nassiens ne le laisse pas faire car quelqu'un sans pouvoir magique serait une proie facile pour Talisker. Et comme le protagoniste, pour une raison quelconque, ne peut pas invoquer sa magie, il reste comme un idiot pendant que l'herboriste essaie d'attaquer. Cependant, l'ennemi contrôle la météo à sa guise et fait tomber de la grêle à laquelle son rival ne s'attendait pas. Et c'est Percival qui, grâce à sa vitesse, finit par le sauver. Cependant, ils ont oublié Ordo, qui apparaît par derrière et frappe son petit-fils, Percival. Celui qui utilise maintenant son corps pour arrêter les coups et tente de lui faire reprendre conscience avec des mots, réussissant par moments à le faire douter un peu, voire à lui faire verser une larme. Alors Talisker commence à s'impatienter à cause du retard et lance à nouveau une attaque de grêle qu'ils ne peuvent pas éviter. Cependant, une fois de plus, le protagoniste décide d'utiliser son corps pour arrêter la glace, encaissant de nombreux coups sur tout le corps, mais atteignant complètement son objectif. Pendant ce temps, les autres le trouvent très blessé, ce qui démontre la motivation de Perceval à aider les siens. Alors Talisker s'ennuie et décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Cependant, une lumière éclaire tout, créant une aura de puissance autour du protagoniste, similaire à celle des créatures vues récemment, mais cette fois plus difforme et avec une évolution de puissance évidente, incomprise même par ses compagnons. Pourquoi cela arrive-t-il? Donc à ce stade, une simple attaque de Talisker ne fonctionne plus, et il doit essayer autre chose, car maintenant ces créatures amorphes le dominent complètement. Et c'est parce que le protagoniste cherche à faire respecter les conditions qu'il a lui-même fixées au début du combat. Cependant, peu à peu, il se rend compte de la résistance du protagoniste et il se sent assez diminué. Même lorsqu'il finit par le soumettre avec une seule main, totalement entouré de pouvoirs magiques. Il doit avouer à l'herboriste ce qu'il a fait, sachant que tous connaissèrent de son amour pour la forêt. Et c'est que pour Talisker, mais en général, pour tous les chevaliers qui servent Arthur. Les humains qui consacrent leurs efforts à aider d'autres races que les humains eux-mêmes commettent un péché. Et ils ont fait plusieurs avertissements à Ordo, dont, bien qu'il les ait entendus, il n'a prêté attention à aucun. Et il a fini par recevoir cette punition. Comme une bête consumée par des pulsions obsessionnelles, il a été forcé d'attaquer la vallée qu'il avait lui-même protégée pendant si longtemps, avec la conviction claire du chevalier que ce qu'il fait est juste, et pas seulement pour lui, mais aussi pour son roi. Quelque chose qu'un enfant ne comprendrait clairement pas. Alors maintenant, le type décide d'invoquer son pouvoir de foudre, convaincu que cette fois, il mettra fin au combat. Cependant, Perceval attrape les éclairs avec sa main et les retourne contre son ennemi qui ne comprend pas qui est cet enfant. Jusqu'à ce qu'il réalise que la description des cavaliers de l'Apocalypse correspond exactement à celui aux cheveux d'oiseau. Il décide d'utiliser sérieusement son pouvoir pour éliminer la seule menace au plan de son roi, agissant ainsi sans s'en rendre compte. Et maintenant qu'il comprend que la magie du protagoniste semble s'adapter à ce qu'il pense, il lui fait recréer l'arme parfaite. Et c'est ainsi que Perceval, en se rappelant ses anciens exploits avec son grand-père,
il recrée cette grande épée qui neutralise facilement l'attaque de Talisker. Comprenant que s'il y a 4 de ces monstres, ce sera très difficile pour ses compagnons, car dans son cas, il est déjà presque mort, même si le protagoniste ne contrôle toujours pas vraiment comment fonctionne sa magie. On voit la religieuse se réveiller, surprenant tous par sa nouvelle couleur de peau et la raison de sa survie. Cependant, il ne sait pas que les géants de naissance ont la capacité de rendre leur peau entièrement métallique. Et c'est ce que la jeune fille a utilisé pour sauver sa vie au bon moment. Cependant, Ordo est toujours dans un état déplorable, ce qui fait que Nascience ne sait plus quoi faire. Et il n'a qu'une seule idée en tête, retrouver son père et atteindre tous les objectifs qu'il désirait tant. Cependant, avant qu'il ne puisse devenir triste, pleurer et tout le reste, le protagoniste est sans. Il trouve cet objet à l'apparence assez étrange que Talisker a laissé avant de mourir et qu'il décide de détruire, libérant ainsi la malédiction qui retenait l'herboriste. Et cela devient le bonheur pour tout le monde. Surtout pour l'antipathique Nascience, qui pour la première fois montre son bonheur sans se soucier de rien, donnant une leçon importante au protagoniste, qui plus tard n'hésite pas à le défendre avec ses amis. Pendant ce temps, Sin nous explique que le bâton étrange de Talisker s'avère être l'une des reliques du chaos, dont chaque chevalier en possède une, et qui représente la plus grande malédiction de leur pouvoir. Ainsi, Percival décide qu'il ne suffira plus de botter les fesses de l'assassin de son grand-père, mais qu'il s'occupera aussi d'aider toute personne qui souffre à cause de ses chevaliers et de leur bâton du chaos. Et bien sûr aussi à leur chef, Arthur, même si pour l'instant ils doivent commencer par voyager à Léon comme première ville à visiter. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller manger quelque chose, Sin, d'une manière étrange, avait déjà tout préparé avec l'une des créatures qui était maudite dans la forêt. De plus, l'herboriste finit par apparaître et souhaite faire une déclaration au protagoniste, ce qui est assez anticlimatique. Cependant, il ne s'agit pas de cela, mais avec une expression sombre, il leur dit qu'il les accompagnera dans leur aventure, laissant son grand-père et sa sœur derrière lui. Puisqu'ils ont décidé qu'il s'occuperait de rendre la vallée de plus en plus productive et un endroit meilleur. Pendant ce temps, il peut poursuivre son aventure pour devenir un herboriste aussi bon, voire meilleur, que son père. Cependant, cette idée ne plaît pas beaucoup à Donnie, qui ne le trouve pas très utile pour l'équipe, et en plus, sa personnalité peut être compliquée. Cependant, il finit par être accepté dans l'équipe grâce à l'utilité de ses poisons, dans certains cas qu'il pourrait rencontrer. Pendant ce temps, nous voyons que les fées de la vallée, bien qu'elles soient très tristes du départ de leur vieille amie, savent que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Car c'est la première fois qu'à Hassien, il trouve une personne qu'il peut vraiment appeler un ami, et cela se voit dans son expression de bonheur. Cependant, l'histoire continue, et dans un village éloigné, Ironseed se trouve réuni avec le duc du lieu, qui essaie de le convaincre de l'importance de trouver l'une des pièces du cercueil de l'obscurité éternelle, caché dans ce village, et que cela servira aux chevaliers sacrés pour éviter une catastrophe imminente dans le village. Cependant, c'est à ce moment qu'entre en scène Anne, la fille du duc, qui possède la capacité cachée de savoir quand quelqu'un ment. Et même si son père est le premier à le faire pour défendre sa ville, Ironside est totalement corrompu par le mensonge. Alors, lorsque celui-ci tente directement de lui proposer d'être l'épouse de son fils, le dégoût se lit sur son visage, si bien que son père met fin à la situation. Pendant ce temps, passons aux protagonistes qui survivent dans la Grande Vallée, avec Perceval qui essaie de contrôler son pouvoir, aussi instable et imprévisible que lui. Pendant ce temps, dans son sac se trouve le vieux couteau de cuisine de son grand-père. Il est clair pour tous que c'est une épée magique. Qui sait quel pouvoir elle a, puisqu'elle appartenait à un chevalier sacré. Mais bon, ils doivent maintenant se concentrer sur leur voyage vers Léon, où ils pourront trouver l'entrée de Camelot. Cependant, ce sont des endroits qui n'existent plus pour les gens ordinaires. Mais si c'est Shin qui le dit, le protagoniste lui fait totalement confiance. Cependant, comme ils n'ont pas les merveilleux orbes de téléportation qui d'ailleurs ont été créés par un personnage qu'ils connaissent et que nous connaissons sous le nom de Merlin. Mais pour l'instant, ils doivent chercher le sorcier le plus proche capable de les fabriquer. Ils arrivent dans ce village où les créatures du protagoniste, disons, décident de déterrer cette étrange pierre tombale dont ils ne comprennent pas d'abord ce que c'est. Jusqu'à ce qu'Anne apparaisse pour les accuser de voleurs et d'alliés d'Ironseed. Donc, comme personne ne comprend ce qui se passe, la situation devient tendue. Cependant, alors que tout le monde semble être un menteur, la jeune fille se rend compte que Perceval non seulement lui remet la pièce, mais qu'il est totalement exempt de mensonges, ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ainsi, lorsqu'une des servantes apparaît pour essayer de ramener la jeune fille chez elle, celle-ci décide, en dernier recours, de confier l'objet à Perceval. Cependant, à la fin, aucun d'eux ne sait vraiment quoi faire avec elle.
Et c'est Shin qui leur explique que des pièces de ce type font partie d'un sceau très puissant. Mais le protagoniste ne pense qu'à vaincre son père sans tenir compte du chaos que cela pourrait provoquer, d'autant plus que sa puissance n'est toujours pas à la hauteur d'Ironside. Donc pour l'instant, ils attendent simplement une réunion dans la soirée, où le chevalier sacré explique l'importance de retrouver la pièce manquante du cercueil. Pendant ce temps, les protagonistes se contentent d'observer. Car, selon le rouge, activer le cercueil est la seule chose qui peut sauver les villageois du désastre imminent. Cependant, Shin sait que tout cela est un mensonge. En regardant la pierre, il comprend qu'il s'agit d'un sceau utilisé il y a 16 ans pour enfermer les démons. Lors de la Grande Guerre, cela a coûté 16 âmes. Si Ironside cherche à l'activer, il doit suivre le même processus, probablement avec les âmes de ces pauvres villageois. Ainsi, Anne, qui sait aussi qu'il ment, l'humilie devant tout le monde. De plus, elle finit par révéler son pouvoir, ce qui pousse Ironside à la considérer comme un danger potentiel pour son roi. Alors, avec toute cette agitation, le mieux pour les protagonistes est d'en profiter pour s'échapper. Cependant, malgré la colère qu'il ressent envers son père, Percival ne peut pas abandonner la jeune fille. C'est pourquoi il se montre à son père, qui le méprise comme toujours, et emmène Anne dans un endroit sûr où ils peuvent s'organiser et mettre la pièce en sécurité. Mais il est trop tard quand la servante vue se révèle être la familière d'Ironside. Et elle parvient à s'échapper, complétant ainsi le sceau qui déclenche maintenant un véritable chaos. Et ils ne peuvent pas simplement s'enfuir, car tout le village risque d'être massacré, puisque le duc n'a plus son familier. Et il commence librement le rituel, au cours duquel de multiples ombres sont libérées, avides de sacrifices. Ils se rendent en ville, désormais envahis de créatures amorphes, et où Shin veut régler la situation. C'est quelque chose en quoi Perceval a une confiance aveugle, et par conséquent, les autres aussi. Surtout parce qu'ils doivent s'occuper du chevalier. Même distrait par le rituel, personne n'échappe à son aura bestiale, semant la terreur chez tous, sauf chez Perceval, qui se lance à l'attaque. Cependant, la magie qui avait été si utile auparavant se retrouve humiliée par la puissance de son père, qui n'a pas de rival même en n'utilisant qu'une seule main. Ainsi, Donnie, à l'idée de mourir de cette façon, préfère s'enfuir, ce que Perceval ne considère même pas. Et il continue d'attaquer, cette fois en unissant ses forces avec le reste de ses compagnons, comme Anne, qui a une grande habileté à l'épée, ce qui n'est toujours pas suffisant. Personne ne s'attendait à ce que Nassiens ait mis du poison sur l'épée de la jeune fille, et celui-ci parvient à toucher l'ennemi, ce qui réduit considérablement sa mobilité, et ne fait que le rendre encore plus furieux. Et maintenant, ses attaques uniques se transforment en une pluie de X acérés. Pendant ce temps, Donnie, face à la situation critique du village, se rend compte qu'il ne peut pas simplement fuir. Avec autant de gens souffrant à cause des démons, agissant contre leur volonté. Pendant ce temps, au château, l'équipe survit grâce aux soins de Perceval, qui à ce moment précis, commence à être torturé par son père. Ce dernier lui explique que la raison pour laquelle il a tué le grand-père est simple. Son roi pensait qu'il était l'un des cavaliers, et il devait simplement obéir. En plus du fait que le grand-père lui avait volé un objet très important dans le passé. Cependant, il sait qu'à ce moment-là, il s'est trompé de cible et il continue de l'attaquer brutalement. Il est conscient que son fils est le véritable cavalier qu'il recherchait et qu'il doit maintenant le tuer pour que les plans de son roi fonctionnent. Alors il le transperce avec une épée, tandis que personne ne peut rien faire pour le sauver. À peine Inasiens récupère le corps et même avec Linda lui donnant à boire, la potion améliorée n'a aucun effet. Laissant une situation lourde avec un enfant tué par son père quelques jours après qu'il ait tué son grand-père louche. Pendant ce temps, Donnie, après avoir aidé au village, revient au château pour soutenir ses compagnons. Ou, pour une raison quelconque, l'une des créatures de soins du protagoniste apparaît, même si son propriétaire est mort. Ironside ne s'y attendait pas et décide de l'achever avant que cela ne devienne dangereux, mais ce n'est pas si simple. Grâce à Inasiens et à Anne, qui ne peut pas laisser la seule personne réelle qu'elle ait connue mourir aussi facilement. Pendant ce temps, des créatures continuent d'apparaître partout. Tout cela pendant qu'Anne, maintenant avec sa nouvelle coupe offerte, défend la situation comme elle peut. Même si Ironside attaque encore, il paraît moins efficace face à la démonstration du protagoniste. Voyant l'évolution rapide de son pouvoir, il sait qu'il est trop dangereux de le laisser en vie et doit l'éliminer immédiatement. Le pouvoir de Percival repose sur la motivation de son grand-père et de ses compagnons, cette capacité étant nommée Espoir. Alors que les deux démons attaquent les villageois malgré la diversion de Donnie, un guerrier surgit soudainement. Utilisant des couteaux, avec une grande habileté, il élimine sans difficulté chaque démon qu'il rencontre,
l'un après l'autre, sans même faire d'effort. Pendant ce temps, le familier d'Ironside ne peut qu'observer le plan de son maître s'effondrer jusqu'à son tour. Les protagonistes en concluent donc que cela est dû aux alliés que Shin a obtenus. Et c'est ici que la situation change, car le chevalier sacré commence à accepter l'échec de son plan. Et comme cela représente un déshonneur pour son roi, ce dernier va probablement finir par le tuer. Ainsi en voyant tout le mal qu'il a fait à son père et à son fils. Comme dernier souhait, il veut voir le visage de Perceval de près, une dernière fois, ce qui parvient à émouvoir le protagoniste, car cela reste son père. Mais Anne lui fait bien comprendre qu'Ironside est entouré des pires mensonges. Cela met en colère l'ennemi qui ne supporte plus cette fille étrange, et encore moins son fils, qu'il ne fait qu'insulter tout en essayant de l'attaquer. Cependant, maintenant, Perceval peut esquiver plus facilement en utilisant son pouvoir et sa cape. Mais il ne peut pas fuir éternellement. Profitant que le poison de Nassienne s'agite toujours, il lance une première attaque, sans grand succès. En utilisant l'effet de surprise, la compétence de Donnie et un piège classique, ils parviennent à éloigner le cercueil, séparer les parties et garder la plus importante. Ils parviennent également à dévoiler le visage de l'ennemi, qui se retrouve complètement dépassé malgré sa force brute. Il admet que Perceval s'en est très bien sorti. Cependant, il sait aussi qu'il ne fait que retarder un peu la chute imminente de Léonesse, qui finira par remettre de l'ordre à cet endroit. Mais avant de poursuivre le combat, il est interrompu par un autre chevalier, Morlange, qui lui rappelle qu'il y a des priorités. Et dans ce cas, il y a un guerrier inconnu dans la ville qui, d'après ses attributs, pourrait être associé aux 7 péchés capitaux. Quelque chose qui ne leur convient pas du tout, et lançant un regard de haine à son fils, ils doivent en partir, nous laissant avec la fin de ce combat et une victoire pour l'équipe épuisée. Cela dit, tant le père d'Anne que les villageois remercient Dan pour tous les efforts fournis, surtout grâce à cet allié qu'ils ont obtenu. Shin qui, de façon suspecte, après être revenu, a inventé une excuse sur la façon dont il a réussi à l'appeler. En tout cas, la tranquillité s'installe dans le village, tandis que Percival ne pourrait pas être plus heureux. Cependant, comme toujours, il garde sa douleur pour plus tard et le lendemain matin. Il se souvient à quel point son père ressemble à son grand-père, même dans ses expressions, même dans sa façon de parler. Cela le rend tout simplement très triste, car il s'agit d'un enfant qui doit ressentir la haine de son père. Mais bon, maintenant nous allons à Camelot, où pour la première fois nous voyons Arthur Pendragon, le chef suprême de ses chevaliers, qui réprimande Ironside pour son échec. Surtout parce que, même s'ils sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il reste des enfants qui l'ont vaincu. Ce que le vieil homme accepte sans problème, tout comme sa punition. C'est pourquoi le chef utilise sa force obscure et, à travers une technique assez macabre, il semble fouiller en lui avec une douleur atroce. Pendant ce temps, Arthur lui raconte qu'il a créé la terre de Camelot, pour que les humains n'aient pas à souffrir à cause des guerres des autres races. Cependant, tant que les 7 péchés ou les 4 cavaliers de l'Apocalypse existeront, il ne pourra jamais accomplir son plan. Le ramenant à la réalité, où Arthur a guéri le poison qu'Ironside avait encore dans son corps et décide de lui donner une nouvelle chance de réaliser ses plans. Cependant, pour le moment, il ne doit pas chercher Perceval, ni le guerrier inconnu, mais simplement trouver la jeune fille qui sera sa future épouse. Quel lien avec le fait qu'il prenne de l'avance sur ses ennemis? Pendant ce temps, après que les protagonistes ont reçu les remerciements du duc, celui-ci leur raconte quelque chose de plus sur Ironside, comme le fait qu'il ait été le compagnon de sa femme en tant que chevalier sacré, et qu'elle n'ait jamais cessé de dire des merveilles sur son camarade. Son incroyable sens de la justice et la gentillesse qu'il a toujours eu, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Mais ils sont interrompus, car Anne apparaît avec un nouveau style et pas seulement de coiffure pour suivre les traces de sa mère en tant que chevalier sacré. Et comme son père sait qu'il ne peut pas l'arrêter, il la confie à Percival, qui est le mieux placé dans cette situation, formant ainsi une grande équipe à laquelle elle est plus que bienvenue. Pendant ce temps, le plus difficile est l'adieu avec son père, qui a néanmoins une grande confiance en elle. Ainsi, tout le monde se réunit, prend ses valises et part en direction de Léon. Percival ne peut toujours pas se sentir tranquille face au destin qui l'attend, celui de détruire le monde entier. Mais c'est Shin qui le rassure en lui disant qu'il doit simplement devenir plus fort et s'opposer à ce futur qui l'attend. Et s'il a besoin de soutien pour cela, il a ce formidable groupe d'amis qui l'accompagneront dans la décision qu'il prendra. En plus, ce gamin est vraiment doué, on ne peut pas le nier. Mais bon, dès qu'il commence le voyage vers Léon, on se rend compte que le cheval pourri qu'il a, qui est un cadeau de son père, c'est le plus lent et le moins cher qui existe. Cependant, c'est la seule compagnie que la fille a eue depuis son enfance, ayant une personnalité compliquée pour se faire des amis, même si maintenant elle en a et de très bons. Cependant, le petit cheval est effectivement un peu compliqué. En plus, il ne peut pas parcourir 1 kilomètre sans tomber dans le coma. Et ils doivent arriver à Léon,
un endroit qui lui rappelle quelque chose, car c'est la demeure de ses idoles, les 7 péchés capitaux. Et c'est là qu'elle compte réaliser son rêve de rencontrer le séduisant Méliodas, dont elle possède même une des affiches de recherche. Elle va être surprise quand elle verra le nain. Mais bon, elle propose qu'ils choisissent un chef, et comme aucun des autres ne remplit les conditions, à peine un peu. Donnie, qui est aussi un bon chef, elle se présente comme la meilleure option. Cependant, même si elle a le titre, Shin est toujours le plus stratégique. Et ils tracent rapidement un chemin vers les lions, où ils évitent une forêt dans laquelle ils pourraient facilement mourir. Mais en allongeant un peu la préparation du voyage, ils arrivent d'abord dans un village appelé Kant. Et là, ils vont un moment dans l'une de ces tavernes et rencontrent Trother. Il semble être un simple ivrogne, mais il s'avère qu'il est en réalité le chef actuel des chevaliers sacrés de Léon. Et en plus, c'est l'oncle de Donnie qui, il y a longtemps, entraînait lui et son frère Edrin pour devenir de grands chevaliers. Mais si aujourd'hui l'un d'eux est artiste de rue, il doit bien y avoir une raison. Quoi qu'il en soit, après avoir avancé avec le petit cheval endormi, ils arrivent en ville où ils sont surpris. Il y a beaucoup de commerces, mais à part le bar, les auberges et la zone de combat, il y a quelque chose d'étrange avec les produits. Et on le voit tout de suite lorsque la Grande Anne décide de dépenser tout l'argent qu'ils ont dans des produits dont ils n'ont pas besoin, mais qui coûtent tous le même prix, même s'il s'agit de choses différentes. Malgré tout, ils y prêtent un peu attention et choisissent plutôt de gagner un peu d'argent, tandis que Donnie et Natiens préfèrent se détendre. Cependant, la rencontre entre Donnie et son oncle a finalement lieu. Ce dernier lui reproche d'avoir abandonné l'entraînement de chevalier sacré et de passer maintenant tout son temps à boire au village, ce que Donnie ne peut pas nier. Pendant ce temps, des personnes mystérieuses errent en ville. Et Percio continue de gagner tous les combats dans l'arène du coin, raflant toutes les mises et récupérant une partie de l'argent qu'ils avaient perdu. Pendant ce temps, Natiens remarque qu'il est étrange que le chevalier sacré se trouve dans une zone aussi éloignée des lions. Cependant, il commence à exagérer avec son neveu, car il sait qu'il a quelque chose de spécial, ce qui serait dangereux entre de mauvaises mains. Et il ne lui ferait pas confiance, lui rappelant qu'il n'a pas été capable d'y parvenir. Et sa mère, qui est morte, serait tout aussi déçue, allant même jusqu'à le frapper quand elle était ivre. Alors toute l'équipe se réunit à la taverne, tandis que Donnie ne peut que s'enfuir, assez bouleversé par ce qui s'est passé. Et comme Hauser prend l'argent à ce qu'ils considèrent comme de simples gamins, ces derniers commencent aussi à s'énerver et décident de régler ce qui se passe avec un bon combat. Mais qui peut tenir le plus longtemps l'alcool? Dans une séquence où Natiens semble très confiant de ses capacités, tout en expliquant aux autres qu'il a déjà découvert ce qui se passe dans cet endroit. En effet, tout le commerce de Cannes repose sur des objets marqués ou fabriqués sur commande, et la vente de ceux-ci a des prix similaires. Ce qui n'indique qu'une seule chose, vu le style de ses habitants: tout le monde ici est un voleur. Et même si Hauser est arrivé à la même conclusion, il est déjà trop tard, car ils sont encerclés. Et maintenant, ils se retrouvent face à leur chef, qui s'avère être l'autre apprenti du chevalier sacré, Edrin. Ils sont encerclés par une multitude d'ennemis qui avouent de s'être emparés de la ville, désarmant tous les aventuriers qui s'approchaient, y compris maintenant le grand Hauser. Mais cela leur fait comprendre qu'il leur faudra plus que lui enlever ses armes pour le vaincre. En disant cela, avec une présence imposante et qui semble plus puissante que tous les autres, s'il n'était pas pour l'alcool qu'il a dans le corps, assez pour l'endormir. Cependant, même si la plupart sont inconscients, il reste encore Natiens et sa magie qui parvient à endormir la majorité des voleurs. Mais Edrin semble avoir un atout dans sa manche, avec cette sorte d'illusion de Percival, avec laquelle il finit par être frappé. Et tous sont ensuite emmenés dans un cachot. Pendant ce temps, Donnie, à l'extérieur de l'endroit, continue de réfléchir aux paroles de son oncle, dont il sait qu'elles sont très justes. Et c'est ici qu'il retrouve Edrin, qui le considère toujours comme son ami. Cependant, il semble que tous les deux avaient beaucoup changé, lui parlant d'une manière plus égoïste et sans cet esprit d'entraide qu'il avait auparavant. Malgré tout, il apprécie Donnie et lui propose de rejoindre un nouveau travail lucratif qu'il a trouvé, ce que Donnie ne sait pas trop comment prendre. Et encore moins lorsqu'il lui raconte qu'il s'agit de voler les gens qui arrivent au village. Il se contente donc d'être heureux de l'avoir salué et décide de chercher Percival. Cependant, Edrin lui dit qu'il les a tous enfermés et cela met le guerrier très en colère. Cependant, il ne peut rien faire en voyant l'arme secrète de son vieil ami, tandis que Gohauser leur dit que ce lâche ne fera rien. Mais il s'avère que le barman que nous connaissons bien s'appelle Taizu, le grand Taizu qui est gentil avec tout le monde. Et il décide de les libérer en disant aux chevaliers sacrés qu'ils doivent s'occuper de l'arme de son apprenti, un grand dragon légendaire
qu'il a apprivoisé d'une manière étrange. C'est donc une nouvelle mission pour réveiller Percival et Anne, qui apprennent à interagir avec le chevalier sacré. Pendant ce temps, Taizu explique qu'Edrin n'est pas un méchant ordinaire. Il vole mais laisse toujours partir ses victimes en prétendant être le plus fort. C'est quelque chose que le barman a remarqué dès le premier jour où il a mis les pieds dans la taverne. Et en se laissant mal influencer, il a gagné du pouvoir et des gens derrière lui, pas de très bonne réputation, qui ont décidé de le soutenir après avoir volé l'œuf du dragon ancestral avec lequel il l'a maintenant apprivoisé. Cependant, après tout ce temps, le bébé dragon devrait déjà être sorti de sa coquille et la mère commence à le défier. Puisque ce n'est pas l'œuf original mais seulement une copie, qui est la capacité d'Edrin à répliquer. Et quand la mère s'en rendra compte, elle commencera à tout détruire. Cependant, Hauser ne veut pas le sauver parce que, selon lui, il l'a bien mérité. Mais Taizu a été témoin qu'il n'est pas une mauvaise personne, qu'il protège les femmes et les enfants, allant même jusqu'à laisser en vie les chevaliers qu'il capture. C'est la raison pour laquelle il a été trahi par ses subordonnés. Ceux-ci laissent tomber l'œuf et finissent par libérer la fureur du dragon qui commence à tout détruire. Ils découvrent qu'Edrin s'occupait du vrai bébé dragon, mais ne l'ont pas rendu à sa mère car il est malade. Et c'est ainsi que Naciens décide de le soigner, tandis que les autres partent sauver Donnie, ce que son oncle ne comprend pas, car ils le soutiennent. Il s'enfuit toujours et c'est Percival qui le défend, disant que ce n'est pas la personne dont il se souvient, car justement, il essaie de sauver son vieil ami pour qu'il ne sombre pas. Il lui raconte que maintenant il veut vraiment devenir chevalier sacré, car il a trouvé quelqu'un pour qui il vaut la peine de risquer sa vie. Cependant, ils sont justement attaqués par le dragon et c'est le protagoniste qui le sauve avec sa magie, allant même jusqu'à renvoyer une énorme attaque de feu contre le dragon, ce qui ne lui fait rien. Mais ici, on revient sur le passé de Hauser, et comment il avait foi en Donnie pour devenir un grand guerrier. Même s'il était peureux et avec la motivation qu'il donnait toujours à Edrin, il pensait qu'il y arriverait. Cependant, on revient au présent, où le chaos règne, où tout est détruit. Le bébé dragon n'est pas rétabli et Hauser ignore toujours quoi faire. Alors Shin, qui l'observait depuis un moment, lui avoue que tout n'est pas la faute de ses disciples, mais aussi de vouloir qu'ils deviennent des chevaliers aussi forts que lui. Peu importe que chaque personne soit différente. Et même s'il est vrai que Donnie est un lâche, lors de la dernière bataille, il n'a pas obtenu la relique par hasard, mais c'était une mission suicide où il a été le protagoniste. Tout comme Perceval qui risque maintenant sa vie en révélant son identité de chevalier et en disant qu'il a reçu une mission du mystérieux roi de Léon. Donc pour l'instant, ils sont en train d'être anéantis, alors il lui demande de retirer enfin l'alcool de son système. Pendant ce temps, à l'extérieur, tous utilisent de la magie qui est inutile contre le dragon légendaire, et ils ne peuvent en s'échapper qu'avec des ruses. En plus, le petit cheval décide de tomber en panne au milieu de la fuite, et maintenant ils sont acculés. Cependant, voilà que des tourbillons apparaissent, qui ne peuvent en venir que de Hauser. Et même si tout le monde pense que c'est un ivrogne faible, il ne faut pas oublier que c'est le chevalier sacré qui a survécu à la guerre d'il y a 16 ans et l'a remporté. Ainsi, grâce à sa grande habileté et à ses techniques portant son propre nom, il finit par dominer la bête. Avec ce gigantesque cyclone, il gagne le respect de tous. Surtout Perceval, qui s'émerveille de tout et veut maintenant devenir chevalier sacré comme lui. Pendant ce temps, à Ascian, il parvient à faire apparaître le bébé dragon et à le réunir avec sa mère, ce qui la rendait inquiète. Mais pour des raisons de sécurité, il s'occupe de protéger la ville, et c'est là qu'Edrin veut repartir à nouveau. Cependant, son maître lui rappelle tout le mal qu'il a fait, tout en lui donnant un grand coup de poing, tout cela pour lui faire comprendre que la moitié de la faute lui revient pour lui avoir mis autant de responsabilités. Quand Donnie a décidé de s'enfuir et que cela n'a fait que le frustrer, il comprend qu'il est un mauvais maître et que tous les deux doivent recommencer à zéro. Il s'excuse aussi auprès de Donnie, qui ignorait qu'il avait appris à apprécier sa vie ainsi. Après que sa mère lui ait dit de vivre pour eux deux, il s'est comporté en lâche, en étant le changement après avoir rencontré Percival et les autres. Il résout tout afin que, avec son frère, ils puissent continuer leur objectif de devenir des chevaliers sacrés. Et pour cela, il lui rend la relique. Non sans l'avertir qu'aussi longtemps qu'il possédera cet objet, tous les disciples d'Arthur le traqueront, cherchant quelque chose pour lequel il n'est pas prêt. Et il s'enfuit à nouveau, cependant Percival décide que lui, il portera cet objet. Ainsi, avec un peu d'aide supplémentaire, Hauser finit par lui remettre l'arme qui l'accompagnera dorénavant, faisant réaliser à Shin qu'il n'a pas encore annoncé à son roi qu'il a trouvé le cavalier qu'il cherchait. Il s'éloigne donc un peu du groupe, prend la forme du héros que nous avons vu il y a quelques chapitres, et qui s'appelle Lancelot. Puis il envoie toute une flèche en direction de Léon. Là-bas, après un suspense incroyable et un mystérieux Sat, nous découvrons que c'est pour le roi Méliodas,
qui est celui qui a été derrière tout ce plan pour sauver Perceval, nous laissant avec une scène incroyable, pleine de nostalgie. Cependant, après l'apparition du capitaine Méliodas, nos protagonistes poursuivent leur aventure. Mais il est évident qu'ils ont besoin de se reposer, surtout avec le chemin qui les attend jusqu'à Léon. Bien que Percival semble seulement préoccupé de trouver un nom pour sa nouvelle épée incroyable, jusqu'à ce que tout le monde tombe dans un sommeil profond, du moins jusqu'à ce que Shin soit dérangé par ce qui semble être une apparition, dans ce cas, une mystérieuse mariée qui lui sourit. Pendant ce temps, le renard n'arrive pas à distinguer de qui il s'agit, ce qui le laisse pensif. Mais le lendemain, ils cherchent à gravir la montagne qui leur permettra d'apercevoir la grande terre des lions. Ils réalisent qu'ils ne sont même pas à mi-chemin, car il leur reste encore 4 jours de voyage. Alors au moins, ils profitent un peu de la descente, Shin étant le seul à remarquer qu'ils sont surveillés, et pendant que Percival arrosait les plantes. Ils tombent sur une sorte de village où tous les habitants sont des créatures assez sinistres, qui ne s'expriment qu'avec ce sourire figé. Malgré cela, les deux plus idiots décident qu'il est bon d'aller saluer les inconnus pendant que le vieil homme d'avant réapparaît, pour les avertir qu'ils ne doivent pas entrer dans une zone aussi dangereuse, car la véritable identité de ses habitants est cachée par le sceau qui entoure le village. C'est quelque chose qu'il aurait pu dire un peu plus tôt, parce que le duo intellectuel est déjà à l'intérieur, tout comme Shin, qui, comme toujours, doit s'occuper de les protéger. Et c'est ici que Percival et Donnie tombent sur un tas de personnes sans âme, du moins jusqu'à ce que ce vieil homme apparaisse, probablement le chef du lieu, qui décide de les accueillir comme ses invités avec la nourriture locale préparée par ses villageois. Pendant ce temps, le chasseur, connu sous le nom d'Art, leur raconte plus sur l'endroit qui est apparu soudainement il y a 10 ans et dans lequel, depuis, seuls des aventuriers ont disparu. Convainquant l'équipe du danger que courent leurs amis, ils décident de prendre le risque et d'entrer, quoi qu'il en coûte. Pendant que les protagonistes semblent profiter d'un bon repas et de boissons, ils sont accompagnés des regards tordus des villageois. Ils remarquent seulement que les villageois sont étonnamment silencieux. Et le vieil homme leur explique que c'est parce que leur dialecte diffère beaucoup de celui connu de tous. Et c'est ici que Shin intervient, essayant d'interroger le géant pour savoir s'il poursuit Perceval ou sa relique, qu'il l'observait de façon assez louche. Cependant, le vieil homme, qui ne tarde pas à reconnaître qui est vraiment le renard, lui demande de parler en privé, ce que Shin accepte sans problème, tandis que Perceval s'en fiche et veut juste continuer à manger. Cependant, comme on le voit tout de suite, il semble que cette nourriture ne provienne pas d'une source très agréable, et qui sait si la viande n'est pas un peu trop familière. Pendant ce temps, le vieil homme semble avoir endormi Shin, donc il ne reste plus que le reste de l'équipe, qui, avec le chasseur, cherchent à détruire le sceau du village en attaquant le noyau que l'on peut voir de l'extérieur et qui sert à dissimuler la véritable forme des créatures. Cependant, avec le chef dans les parages, ce sera trop dangereux, ce qui n'a aucune importance pour Natien et Anne. Mais cela, seulement s'ils choisissent de faire confiance au chasseur, qui finit par leur raconter que sa motivation pour les aider, eux et tous ceux qui s'approchent de ce danger, c'est qu'il a perdu son bébé il y a longtemps, dans un village qui a également été attaqué par des monstres. Cela rappelle à la jeune fille sa relation avec son père. De plus, en utilisant sa capacité, elle découvre que l'homme ne ment pas. Alors, il décide d'agir. Cependant, pour une raison quelconque, le chasseur ne peut pas entrer dans le seau et les laisse continuer seuls pendant qu'il sert d'appât. Mais ici, Anne décide qu'il est temps de reprocher à Percival son attitude désinvolte, qu'elle veut elle-même aider à changer. Surtout parce que le rêve du petit est de devenir un chevalier sacré. Cependant, la première personne qu'il rencontre en est Donnie, se tordant de douleur apparemment à cause de ce qu'il a pris. Alors Assien décide de s'occuper de le soigner, tandis que la jeune fille doit continuer. Cependant, un peu plus loin, elle tombe sur Percival en train de se faire frapper, et même si elle souhaite l'aider, cela attirerait trop l'attention. Donc, même si elle le souhaite, elle doit supporter et continuer son chemin. Atteindre le noyau du seau en y laissant toute sa force et celle du cheval, ce qui n'est pas pareil, tu sais. Pendant ce temps, tout près, Assian, avec des sorts assez basiques, parvient à calmer la douleur de Donnie. En fait, il tombe sur Perceval et découvre que 1. Donnie a seulement eu des problèmes d'estomac pour avoir trop bu, et 2. Perceval était simplement en train d'apprendre aux petits souriants du village à se défendre. En plus, le prota s'est fait un ami appelé Dolcio Monte, car pour une raison quelconque, le prota peut comprendre et parler le dialecte de ces gens, comprenant qu'ils sont plus qu'aimables. Cependant, pendant que cela se passe, Anne parvient à déplacer la pierre, qui en tombant finit par se détruire complètement, et même si elle a failli mourir, écrasée. C'est ici que tous les habitants du village retrouvent leur véritable forme,
ce que nous connaissons comme des démons, surprenant tout le monde. Pendant ce temps, le chasseur révèle sa véritable identité en tant que l'un des chevaliers d'Arthur. Grâce à l'équipe, il peut maintenant éliminer les démons. Et c'est Anne qui se rend compte que quelque chose ne va pas, car ces créatures ne les attaquent pas. Même en voyant Dolcho monter, c'est tout le contraire de ce que le chasseur a dit à propos de créatures agressives et de bêtes tueuses. Fait important, ni Donnie ni Naciens ne savent de quelle race sont ces créatures. Ils ne les ont jamais vues. Alors le vieil homme apparaît pour leur dire qu'avoir supprimé le sceau permet à l'ennemi de l'envahir et de disparaître, faisant justement référence à Hart, qui cherche à éliminer les démons qui restent encore en Bretagne. Rappelant à tous qu'ils étaient l'ennemi de l'humanité il y a 16 ans, cela surprend tout le monde. Cependant, le vieil homme mentionne que ce groupe en particulier est celui qui a décidé de s'éloigner du combat et de vivre tranquillement, en paix. Mais ART n'acceptera pas cela. Et en utilisant une sorte de cage, il parvient à tous les enfermer, tandis que Percival n'arrive pas à comprendre où ils ont emmené son ami. Et en le voyant de près, c'est là que le chevalier se rend compte que l'enfant est justement le cavalier qu'ils ont découvert il y a quelques jours. De plus, il possède une relique beaucoup trop importante. Et s'il considère les démons comme des alliés, cela ne fait que confirmer la prophétie selon laquelle il sera chargé de détruire le monde et qu'il doit l'éliminer sur le champ. Cependant, Anne s'interpose en lui disant que ce n'était pas le plan. Une remarque qui parvient à l'affecter, mais il ne peut pas s'arrêter. Malgré tout, il n'est pas le plus habile, alors il décide d'appeler son compagnon, qui est cette créatrice, et pour couronner le tout, elle utilise de la magie de haut niveau. Ainsi, Perceval se retrouve assez acculé, car son épée n'arrive pas à blesser l'ennemi, qui résiste énormément. Cependant, pendant que cela se passe, on voit que le petit cheval, en essayant de se cacher, tombe sur Chine, qui semblait auparavant empoisonné ou quelque chose comme ça, mais en réalité, il dormait simplement. Et c'est le moment pour lui, pour la 10e fois, de résoudre la situation. Pendant que les autres ne peuvent même pas intervenir dans le combat à cause de l'écart de niveau, alors Anne décide d'affronter le chevalier qui a réussi à lui mentir, malgré sa compétence. Cependant, celui-ci lui avoue qu'il a toujours dit la vérité. Autant le fait d'être un vieux chasseur que d'avoir perdu sa fille, un bébé, à cause des horribles démons. Et même s'il était son allié au début, il ne s'attendait pas à ce que l'un des enfants soit un cavalier de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi il ne peut pas s'arrêter, sachant les dégâts que causent les démons et ce qu'il a dû vivre pendant la Grande Guerre. Il n'a donc pas d'autre choix que d'en finir avec Perceval, qui est gravement blessé. Cependant, Chine apparaît pour corriger sa technique, car il doit combiner sa magie avec l'épée afin d'augmenter la puissance, la triplant. Même. Et comme le nain s'adapte rapidement, il parvient à prendre le contrôle du combat, arrachant sans problème les 2 cornes de l'ennemi. Cependant, il baisse sa garde et cette créature essaie de le dévorer, mais Naciens profite de l'état de la bête et grâce à ses sorts, parvient à l'endormir. Il sauve le protagoniste, tandis que le chevalier, n'ayant pas d'autre choix, finit par s'enfuir de l'endroit, ou comme il aime l'appeler, une retraite stratégique. Cependant, les démons restent encore scellés et le protagoniste ne peut pas le laisser s'échapper aussi facilement. Cela surprend le vieil homme, qui commence à comprendre la façon de penser de l'enfant, apparemment idiot. Car même si une race comme les démons a une si mauvaise réputation dans toute la communauté, il doit y avoir de bonnes créatures. De la même manière qu'il y a de la méchanceté parmi les humains, comme son père qui a tué son grand-père. Le vieil homme se demande alors, la prophétie de cette espèce est-elle vraie ? Quoi qu'il en soit, tout le groupe atteint le possible refuge de l'ennemi. Il s'agit en fait de cette grotte remplie de cristaux d'une qualité incroyable où il pourrait facilement devenir riche. Et on voit Donnie avec une grande confiance qu'il n'a que lorsqu'il y a des gens puissants à ses côtés. Selon la science, et comme vu, le type n'est pas très doué au combat, ce qui serait un avantage pour eux. Mais il n'a pas non plus montré sa magie, qui pourrait être son atout caché. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à entendre sa voix, reconnaissant qu'il n'est pas le plus fort, mais il découvre la vérité derrière son pouvoir. Et c'est un sort à effet lent, où toute créature dans un rayon de 50 yards autour de lui commence à remonter le temps, jusqu'à leur stade de bébé, quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter. Alors tout le monde commence à voir leur transformation vers un stade où ils ne pourront même plus utiliser la magie. En plus, leur attitude, leurs souvenirs et leur personnalité redeviennent aussi ceux d'un simple enfant. Et même si cela n'affecte pas Aang aussi rapidement que les autres, qui sont un peu plus petits, tous auront le même destin. Et c'est l'occasion parfaite pour le chevalier d'en finir avec le cavalier de la mort, qui, même en tant que bébé, ne pleure même pas. C'est un gars solide. Il reste difficile d'éliminer une créature innocente qui, sans comprendre, témoigne d'un attachement à l'épée. Et une grande force pour ses 4 kilos, et il ne renonce pas.
essayant de se battre autant qu'il peut avec une tendresse abominable. Pendant ce temps, Aang, encore bébé, essaie aussi de l'arrêter. Mais même si cette petite fille lui rappelle sa fille bien-aimée qui est morte dans ses bras, c'est ce même traumatisme qu'il ne peut pas laisser derrière lui. Que quelqu'un d'autre vive quelque chose comme ça, et que selon la prophétie, c'est ce qui arrivera si les cavaliers restent en vie. Pendant ce temps, Perceval, même avec cet aspect, essaie de protéger la fille, un vrai chef, le petit. Et grâce à toute cette distraction, il gagne assez de temps pour que le vieux arrive. Heureusement, il ne semble pas souffrir de l'effet de la magie. Cependant, nous ne tardons pas à comprendre ce qui se passe, car le vieux lui-même le confronte en découvrant que ce chevalier d'Arthur se trouve dans cette grotte. En effet, les cristaux qui se trouvent partout dans cet endroit ont la capacité de se connecter avec le monde des morts. Et c'est ce qu'attend le plus un père qui a perdu sa fille de façon aussi horrible, lui répondant aussi que les effets de son pouvoir rendent une année de vie par minute. C'est pourquoi il a été si facile au protagoniste de revenir 10 ans en arrière. Mais le vieil homme a un compte de 3000 almanachs qui au minimum nécessite 3 jours pour faire effet. Donc évidemment, il n'est pas humain. Et il lui propose qu'il peut lui rendre sa fille pour un certain temps s'il lève le sort qu'il a jeté sur les enfants. C'est quelque chose en quoi le chevalier n'a pas vraiment confiance jusqu'à ce que la révélation arrive. Et en fait, le vieil homme cache sa véritable identité. Il s'agit de Gunther, l'un des 7 péchés capitaux, qui sont les ennemis jurés de ces chevaliers. Mais pour leur chef, Arthur, ils ne viennent cependant pas pour causer des problèmes. La luxure menait simplement une vie paisible et protégeait les démons qui voulaient en vivre en paix, comme il l'a dit auparavant. Ainsi, à son insu, il vole la relique ayant enfermé toutes les créatures et avoue posséder une capacité similaire à celle d'elle pour cacher son identité de vieil homme. Avec tout cela, Harbeck sait dans quel danger il se trouve et il ne lui reste plus qu'à s'enfuir en emmenant Percival. Mais ils finissent dans une impasse, où sous toute la pression, il finit par menacer de jeter le petit dans le vide. Car ça, Conan ne le ferait pas, puisqu'il l'aime beaucoup. Alors Gunther utilise la méthode classique et recrée le bébé du chevalier qui ne peut rien faire, littéralement. C'est la motivation de sa vie, et même s'il sait que c'est une illusion, elle est basée sur ce dont il se souvient de sa petite fille. Même si les caresses et la chaleur de son corps sont fausses, il ne peut pas décrire une meilleure sensation que ce moment. Il se calme complètement et parle avec le péché de simplement ramener les enfants à la normale. Puisqu'il a accompli son objectif de vie qu'il y a des années, c'est Arthur qui le lui avait promis s'il rejoignait son groupe de chevaliers. Cependant, il a toujours douté que son chef tienne réellement sa promesse, qu'il ne lui montre pas juste une reconstitution pour le rassurer. Il remercie Gunther, pensant que tout va s'arranger. Cependant, à l'horizon, 2 flèches imprégnées de magie s'approchent, l'une visant Percival, pour laquelle Gunther prend des risques sans se soucier de rien, et heureusement parvient à mettre le petit en sécurité. Cependant, sa force n'est pas suffisante pour défendre Aang de la seconde attaque, et c'est Arbe qui, laissant sa fille, décide de sauver la fillette, qui finit indemne. Mais le vieil homme, blessé, n'a pas cette chance. Il fait ses adieux au monde avec des mots de vœux pour une bonne vie. Pendant ce temps, ce qui semble être un espion finit par être éliminé par Shin, qui, comme nous le savons déjà, est un proche de Gunther, lequel utilise son sort et parvient à détecter l'origine de l'attaque. Et ceux qui l'ont fait étaient un groupe de chevaliers d'Arthur. Ainsi, la Luxure décide de leur envoyer un beau cadeau de remerciement auquel l'ennemi ne s'attendait pas. Comme les chevaliers sont en train de discuter parce qu'ils n'ont pas réussi à éliminer les cavaliers, comprenant qu'ils seront désormais recherchés, ils doivent donc faire attention, car Ironside Talis et Kerry Harbor ont perdu. Était-ce parce qu'ils ont sous-estimé ses enfants? Mais ici apparaît la flèche de Gunther, ce qui n'est pas très normal et qui est contrôlé, alors l'archer décide de contre-attaquer à nouveau, cependant il n'arrive même pas à la toucher, et au contraire, elle s'unit à son corps, ce qui au début semblait n'avoir aucun effet. Mais comme nous le savons, Gunther peut contrôler l'esprit en le faisant attaquer ses camarades, qui analysent l'intérêt de ce type de magie. Cependant, quand cela suffit, ils éliminent leurs camarades sans souci, car un chevalier de plus ou de moins importe peu. Ils savent seulement qu'ils devront affronter les protagonistes de front, qui à ce moment-là se réveillent sans vêtements, ce qui rend tout le monde assez nerveux, et Perceval ne sait pas où se trouve l'objet pour libérer Dolce Monte. Cependant, Gunther a tout sous contrôle, libérant instantanément sa communauté, qui peut maintenant continuer à vivre normalement, et dont les habitants encouragent même Perceval à venir quand il le souhaite. Pendant ce temps, le péché lui raconte ce qui s'est passé avec le chevalier, et même s'il essaie de lui mentir pour ne pas la faire se sentir mal, cela ne fonctionne pas, et la jeune fille, en quête de vérité, finit par aller très mal. La vie a été tellement tragique pour Arbe. Pourtant, après avoir pleuré un peu et avoir été consolée par ses amis, elle doit continuer son chemin seule.
car pour Guter, son travail avec les démons est ce qu'il y a de plus important. Cependant, en cas d'urgence, il faut être là pour les cavaliers et pour les gens bien. Mais ici, Shin est plus pressé car il craint d'être rattrapé par l'ennemi. Cependant, Aang va toujours très mal à cause de ce qui s'est passé, car Shin a détruit le seul objet qui lui restait en souvenir. Comme nous l'avons vu, ils sont très dangereux. Malgré tout, la fille s'énerve plus que d'habitude et commence à dire des choses assez dures. Comme si en réalité le renard était du côté des gentils. Si elle ne peut rien faire au combat, c'est surtout grâce à la stratégie du renard qu'ils sont allés aussi loin. Malgré tout, c'est quand même lui qui finit par s'excuser car cela le laisse pensif sur le fait d'être réellement un fardeau. Heureusement, il parle avec Percival qui dit toujours ce qu'il pense et celui-ci est heureux simplement d'avoir sa présence à ses côtés. Ainsi, les choses se calment et la fille retrouve sa motivation, puisque tout ce spectacle était une solution de Shin face à la dépression dont souffrait Aang. Donc, tout va plutôt bien pour continuer. Si ce n'est que maintenant, nous avons la grande forêt enchevêtrée, dont Percival se souvient que son grand-père lui a souvent parlé. Selon Shin, cet endroit serait idéal pour piéger le groupe d'assassins. Pendant ce temps, à Camelot, les hauts responsables ont déjà appris que Guter est intervenu et a tué l'un de leurs chevaliers. Car, comme nous le verrons plus tard, cette fille qui semblait être une victime peut se cloner. Alors Arthur donne la liberté à l'obscur de faire ce qu'il veut s'il veut intervenir, tant qu'il obtient des résultats ou qu'il lui trouve une petite amie. Une demande étrange, non? Le fait est que les assassins arrivent dans la forêt et sentent 4 sources de magie, pensant que les protagonistes veulent se séparer. Cependant, les chevaliers restent confiants et partent chacun de leur côté, ignorant la source de magie. Ce sont des mini-Percival et les protagonistes attendent dans une zone que les assassins mordent à l'hameçon pour les éliminer un par un en supprimant leurs traces. Grâce à une compétence de Shin qu'il a d'ailleurs apprise dans la forêt des fées. Je n'en dis pas plus. Pendant ce temps, Natiens goûte l'un des ingrédients qu'il a obtenu dans le village des démons, ce qui excite tout le monde. En tout cas, le premier chevalier tombe dans le piège, alors toute l'équipe l'attaque. Cependant, le type semble seulement s'intéresser à Percival, même s'il n'arrive pas à le reconnaître à cause de sa petite taille. Alors il libère simplement son pouvoir contre tout le monde. La lévitation de Donnie simplifie la situation qui finit par une contre-attaque saluant une bonne action. Mais ici, il emploie sa sorcellerie et Shin les prévient de protéger leurs armes par magie. En effet, ce type peut faire en sorte que n'importe quel matériau ou objet perde sa résistance, ce qui fait que ses coups infligeaient beaucoup plus de dégâts. Pas besoin d'avoir la plus grande force, profitant du fait que Donnie doit maintenir l'arbre immobile, tandis que Percival, qui se précipite, est également blessé. Cependant, ici à Sien, il brise sa garde et encaisse le coup. Il se rend compte que, grâce à l'ingrédient qu'il a pris, les effets de cette magie n'ont aucun effet sur lui. Profitant de son réflexe, il renvoie Di à l'attaque et donne à Percival l'occasion de prendre son adversaire par derrière, éliminant ainsi l'un des chevaliers. Mais il reconnaît que ce qui les attend sera difficile. Alors le protagoniste utilise maintenant sa magie pour les déplacer à grande vitesse. Mais il lui reproche le fait que, en plus de les avoir soignés, il continue de défendre l'ennemi. Et en fait, pour Percival, tuer n'est pas une option pour le moment, même s'il doit pousser un peu plus sa magie. Il va le faire, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, perdant de la vitesse dans le processus. Pendant ce temps, ils parviennent à rattraper les 2 ennemis qui arrivent sur l'une des créatures du purgatoire qu'Arthur leur a donné. Assian nous donne ces informations, alors Perceval fait ce qu'il peut avec sa magie. Cependant, il utilise ce qui lui reste pour éviter qu'il ne meure en tombant, mettant hors jeu le plus fort et Assian, qui commence à ressentir les effets secondaires du médicament. Ainsi, les 2 plus faibles doivent s'en charger, essayant d'abord de demander leur nom, mais ils décident de passer outre. Cependant, il semble que Shin les connaisse très bien, lançant des noms, voire des détails qu'il n'aurait pas dû connaître. Enfin, ils finissent par se provoquer mutuellement, surtout Ankon avec son rival, ce qui se termine en une bagarre de chats. Pendant ce temps, Donnie est plus qu'effrayé parce que son rival est un géant et que son avantage de lévitation n'est pas suffisant. L'énergie explosive de l'ennemi couvre une vaste zone, comme l'indique Shin, tandis que les filles emploient toutes leurs compétences. Le renard révèle à Anne que le point faible de la fille à forte poitrine est le bâton de pouvoir. En suivant ses conseils, il gagne du terrain. En fait, au point qu'Anne parvient à retirer le bâton à son ennemi avec précision et elle libère son sort qui est de se cloner. Cependant, Anne n'hésite pas une seconde et grâce à sa capacité à mentir, il la vainc sans problème. Pendant ce temps, Donnie, qui n'a que son couteau, ne peut s'empêcher de fuir comme c'est Donnie. Cependant, lorsque l'ennemi accepte de se battre uniquement avec ses armes,
Le visage de Donnie change complètement et il décide de se battre. Et là, grâce à ses talents latins, il manie ce métal avec une fluidité remarquable, provoquant des blessures qui attisent la rage de son adversaire. C'est le moment d'attaquer avec de la magie, mais sa lévitation n'est pas très puissante. Et là, reprenant la phrase de Scanor, Shin lui dit « Qui l'a décidé ?» C'est-à-dire, qui a décidé que son pouvoir était faible? Il lui montre que les sorts fonctionnent avec l'imagination de celui qui les utilise. Et s'il veut quelque chose de puissant, il doit y penser. Donc au moment où il arrête de penser en petit et réalise qu'il peut y arriver, il jette l'ennemi comme une ordure. Il change sa capacité de lévitation en télékinésie, et pas n'importe laquelle, pour que le combat soit plus équilibré et qu'on voit qu'à partir de maintenant, l'équipe va évoluer. Après avoir surpris tout le monde en révélant sa vraie télékinésie et non la lévitation, ils célèbrent leur victoire. Sans oublier de reconnaître que dans l'ensemble, le succès est dû aux indications de Shin. Cependant, ce n'est pas encore fini car le chevalier, surnommé l'Immortel, ne sera pas si facile à vaincre, surtout avec cette montée de puissance soudaine. Malgré tout, la confiance de l'équipe a beaucoup augmenté. Cependant, une présence qu'il n'arrive pas à percevoir apparaît. Et c'est là qu'il parvient à enlever la relique à Perceval, suivi d'un coup à la tête qui l'endort pendant quelques minutes. Heureusement, Donnie ne lui laisse pas l'objet aussi facilement, mais avec sa présence, on devine que ce chevalier, sous le nom de Fidik, est le plus fort de l'équipe, mais surtout le plus intelligent. Il étudie même la capacité de Donnie, se demandant jusqu'où il peut accéder à son pouvoir. Et même s'il décide de réprimander ses camarades, il préfère se venger de ce que les cavaliers leur ont fait. Et même s'il s'agit d'enfants, il les fera souffrir d'une manière telle qu'ils préféreront la mort, jusqu'à ce que l'autre chevalier, que Perceval avait laissé en vie sans aucun changement malgré le fait d'avoir été sauvé, apparaissent. Donc pas de chance puisqu'il utilise un peu de sorcellerie. Toute l'équipe finit par retrouver sa vitalité et sa puissance, tandis que les protagonistes ne pourraient pas être dans une pire situation et sombrent dans le désespoir. C'est donc le bon moment pour que tout le monde commence à se lamenter et à faire ses adieux. Pendant ce temps, Shin ne peut qu'observer Percival et voir comment il va réagir, ce qui est comme d'habitude. Un garçon déterminé qui refuse de perdre ses compagnons et, même s'il doit utiliser uniquement son propre pouvoir, cherchera un moyen de gagner. Et c'était la réponse que cherchait Shin, qui, en lui donnant de la motivation avec ses amis, le conduit au combat. Il lance donc une attaque assez puissante. Ce qui, dans l'état actuel de Percival, est un miracle, mais qui ne représente pas grand-chose pour ses ennemis. Cela dit, avec cette montée d'adrénaline, tous les enfants reprennent courage, faisant comprendre à Fidik qu'une partie de la motivation de tous vient de ce cavalier nain. Il lance donc une attaque collective qui semblait viser Percival. Cependant, en réalité, il visait le véritable chef sans qui ses enfants ne seraient jamais allés aussi loin. Ainsi, le renard se retrouve entouré d'ennemis pendant qu'il lui demande comment il connaît autant d'informations sur eux. Il lui propose même un marché. S'il leur donne de bonnes informations, il n'aura pas une mort aussi douloureuse. Cependant, Shin répond par une contre-offre et leur dit qu'il leur donnera les informations dont ils ont besoin s'ils laissent partir ses enfants. Ils ne peuvent pas l'accepter, car c'est la mission de leur roi Arthur. Tout cela, tandis que les autres ne peuvent rien faire pour entrer dans cette sorte de cellule imprégnée de magie et très puissante. En faisant ses adieux à Perceval, il lui annonce qu'ils ne se reverront plus, laissant entendre qu'il accepte son destin. Et il le fait, non sans se battre, devenant finalement plus rapide que l'éclair. Pendant ce temps, l'un des chevaliers est littéralement criblé de flèches mystérieuses et commence à démontrer sa supériorité, obligeant l'ennemi à faire la paix. Ce qui les pousse à libérer de la magie dans une zone aussi restreinte, ce qui est évidemment une mauvaise idée et nous donne l'occasion de voir l'apparition de Shin sous sa véritable forme. Comme Lancelot, l'archer, qui parvient à retirer pas mal d'organes à l'ennemi à main nue. Et là, le chevalier, désormais désespéré, lui demande de lui dire son nom, mais en entendant Lancelot, il ne le reconnaît pas. Parce que littéralement, aucun ennemi de ce guerrier ne peut s'échapper sans mourir, et encore moins raconter son histoire. Pour Fidik, c'est un mystère. Il ignore comment fonctionnent ces nombreuses attaques, dont la capacité de changer de forme. Il ne lui reste donc plus qu'à attaquer directement avec une tornade et quelques coups. Mais au corps à corps, le renard parvient à esquiver sans trop d'efforts, à tel point qu'il commence même à demander après un chevalier et un forgeron qu'il recherche. Il a le temps de tout faire, ce que l'ennemi ignore et qu'il ne lui dirait pas de toute façon, car il s'avère que Shin peut lire dans les pensées. C'est important pour tous ceux qui ont pensé du mal de celui de l'équipe, à l'exception de Percio, avec qui il a à peine pu bien parler. Ainsi, se sentant complètement dépassé, il décide de s'enfuir à cheval. Au moins, il pourra prévenir les autres à propos de cet ennemi qui jusqu'à présent reste secret pour tout le monde. Cependant, Lancelot, utilisant seulement le couteau de Donnie,
lance une attaque éclair si puissante qu'il désintègre complètement l'ennemi. C'est quelque chose qu'Arthur ressent lorsqu'il voit son pendentif détruit. Alors que pour la première fois, il sent qu'il doit mettre de côté sa recherche d'une petite amie et prendre les chevaliers plus au sérieux, lesquels, à ce moment précis, réfléchissent justement au mystère. Est-ce son nouveau compagnon ou son ancien compagnon ? Qu'est-ce que le renard essayait d'éviter ? La méfiance de son équipe. Du moins jusqu'à ce qu'il entende Percio, qui pense surtout que son ami va bien et qu'il ne l'a pas perdu, contrairement à son grand-père. Il se calme donc et décide de se présenter à tous comme l'un des guerriers du grand roi des lions, dont la mission est de protéger et d'escorter le jeune cavalier et ses compagnons jusqu'à la grande ville. En testant au passage la détermination de cette équipe si improvisée, et pendant qu'il parle, il offre une sépulture décente aux chevaliers. Ainsi, à Hassien, il se rend compte que des créatures possédant de telles capacités viennent normalement du royaume des fées. Il ne le nie pas, et cela sera important, mais il change de sujet lorsque Percio lui demande de lire ses pensées, qui sont quelque peu particulières. Cependant, il n'y a pas de temps pour jouer car Pelgar revient reprendre ce qu'ils avaient laissé en suspens. Mais Lancelot, ne pouvant révéler plus de pouvoir, doit encore utiliser un sort, les emmenant tous directement jusqu'à la grande cité de Léon, où le prochain objectif est de rencontrer le grand roi. Cependant, les deux paysans s'étonnent de tout, que ce soit des bâtiments, des gens ou autres. Alors Lancelot, qui sert de guide, décide de se présenter au garde du château, qui commente que le roi se promène en ville. Correction lors d'une tournée d'affaires en ville, quelque chose d'aussi ennuyeux que, dès qu'il baise un la garde, Perceval disparaît et continue de découvrir le village, où il tombe sur un vieil homme qui nous semble assez familier, appelé Dreyfus la chèvre. Souffrant de maux de dos liés à son âge, il est finalement aidé par Perceval, qui porte ses affaires jusqu'à la taverne du cochon, au bout de la rue. Cependant, en chemin, il rencontre ce qui semble être un enfant assez empathique. Et ce n'est pas tout, il prend confiance en voyant l'objet qui l'accompagne. Se présentant comme Mélisandre Méliodas, la bête et le propriétaire de la taverne, qui cherchait une surprise incroyable, mais pas autant que la nourriture qui l'attend, qui semble délicieuse, mais concentre les pires saveurs qu'une personne puisse goûter. C'est ainsi que Perceval perd connaissance, allant même jusqu'à voir son grand-père décédé, tandis que le reste de l'équipe le cherche partout. Lancelot quitte le groupe pendant que le protagoniste se réveille dans son lit. C'est ainsi que le roi Méliodas reconnaît son nom grâce au casque, à l'insigne, et mentionne même son grand-père Vergis. Quelque chose qui semble suspect à Perceval, mais quand il lui avoue qu'il est Méliodas, le roi de Léon, Perceval éclate de rire. Parce qu'il ne peut pas croire qu'un enfant pratiquement de sa taille soit le chef. Malgré tout, il s'en moque, ne tente pas de s'expliquer et se contente de lui souhaiter la bienvenue, rendant la conversation plus sérieuse. Parce que le protagoniste lui demande s'il est vraiment l'un des cavaliers de l'Apocalypse qui va détruire le monde, si Arthur est vraiment le méchant. Et pourquoi son grand-père a-t-il dû mourir ? Cependant, il ne lui répond rien et décide simplement de l'emmener faire une promenade. Un type incroyable, j'espère qu'il aura sa propre série un jour. En fait, il l'emmène voir Dreyfus et Hendrickson, qui se montrent très gentils, même s'ils sont un peu trop enthousiastes à l'idée de l'étudier. Il se dirige donc à la forge de Hauser, que nous avons déjà vu il y a quelques épisodes. Mais surtout, on voit l'équilibre qui règne dans la ville, avec toutes les races vivant en harmonie. Même ici, les géants servent un peu du beurre, ce qui donne finalement un très beau panorama de la ville. Pendant ce temps, Percival demande s'il n'y a pas de démons ici, car il en a rencontré des très gentils. C'est un peu confus pour Méliodas, et même Percival essaie de lui faire une blague en parlant le dialecte démoniaque. Mais le roi se révèle encore plus astucieux, car lui aussi sait des choses. Une bonne relation commence entre ces deux-là, car Percival semble reconnaissant de pouvoir être dans un endroit où il ressent autant de paix et de tranquillité. Cependant, Méliodas l'arrête, car selon lui, ce bonheur touchera bientôt à sa fin. Il lui demande directement son aide pour sauver le monde, en fait, pas seulement à lui, mais aussi aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le petit lui dit de ne pas trop se fier à lui-même, car sans son équipe, il n'aurait même pas atteint la ville. De plus, la prophétie dit qu'ils seront les destructeurs du monde, pas les sauveurs. Cependant, Méliodas dit qu'on ne lui a pas raconté la partie la plus importante de l'histoire. Mais ils sont interrompus ici par quelques problèmes qui surviennent à Méliodas, et il doit s'éclipser. Cependant, Perceval avait déjà disparu. En poursuivant une sorte d'objet magique qui apparaissent dans le ciel, il finit par entrer en collision avec cette fille aux cheveux roses, nommée Isolde. Cependant, en touchant une zone qu'il n'aurait pas dû, la fille qu'il a gardée pour quelqu'un de spécial décide de le punir pour ce péché si grave. Plus loin, les camarades de la fille voient qu'il poursuit le garçon et remarquent qu'il a l'objet qui lui appartenait. Les chevaliers d'Arthur le considèrent comme complice, voire ennemi,
et décide de l'arrêter. Surtout ce type, qui semble avoir beaucoup de colère contre ses chevaliers, alors il se présente simplement. Et avant que Perceval puisse se défendre, le plus grand utilise sa capacité qui affaiblit sa respiration et lui enlève la parole, alors tout le monde commence à l'attaquer sans raison. Avant de les capturer comme il le suggère, la perruque, c'est celui-ci. Il décide de le tuer ne connaissant pas son niveau de puissance, affrontant la fille, qui finit par révéler beaucoup de surprises. Cependant, dès que Perceval utilise un peu de son pouvoir, la malédiction qu'on lui avait jetée a littéralement peur de lui et s'échappe de son corps comme elle peut, lui rendant sa voix. Pendant ce temps, l'attaque de la fille est renvoyée avec une telle intensité qu'elle met Isolde à terre. Et maintenant, c'est la perruque qui, pour défendre sa femme, utilise sa magie des ténèbres, tandis qu'il ne laisse pas le garçon s'expliquer. Cependant, avant qu'il ne puisse l'attaquer, le reste de l'équipe apparaît pour le défendre. Mais cet émo utilise à nouveau la malédiction contre tout le monde. Ils sont complètement affectés et gravement blessés, ce qui fait perdre la raison à Perceval. Et tandis que les guerriers chantent leur victoire, le niveau d'aura de l'enfant commence à augmenter dangereusement pendant qu'il récite des mots dans une autre langue. Cela aurait pu être une véritable explosion si ce n'était pas pour l'apparition, au moment précis, de ce type appelé Tristan. Mais la tension ne s'arrête pas, car en ce moment, Méliodas a des problèmes, puisqu'un guerrier important dont ils avaient eu besoin s'est échappé et erre maintenant dans la ville. Cependant, il décide de confier la tâche à Lancelot, car il reçoit l'appel de l'ancien roi de Léone, le célèbre Bartra. Ce dernier semble avoir une sorte de rêve prémonitoire, confirmant que les 4 cavaliers vont se réunir comme le veut le destin. Mais la pluie fine, la lune et les vents violents annoncent la perte de l'espoir, ce qui inquiète Méliodas. De l'autre côté de la ville, l'arrivée du garçon aux cheveux blancs calme la situation. En effet, même si les inconnus peuvent être des alliés d'Arthur, ils n'ont aucune preuve de cela pour justifier la raclée qu'ils ont reçue. Ainsi, Émo est obligé de lever sa malédiction, ce qui ne semble pas lui plaire beaucoup. Malgré tout, il doit obéir au prince des lions, qui les confronte. Pour ne pas s'être informé que la pièce que Perceval possède, et pour laquelle il est accusé, a été récupérée par des alliés il y a quelques jours. Ainsi, Émo présente cela comme un petit malentendu, tout en laissant transparaître son dégoût envers Perceval. À ce moment-là, plongé dans l'obscurité et incapable de voir ses amis, il commence à perdre le contrôle. Il saisit le bras du chevalier et le serre si fort qu'en retirant son gant, il découvre une nécrose inquiétante. Heureusement, avant qu'il ne puisse attaquer quelqu'un d'autre, Tristan intervient et l'envoie d'un coup de pied dans les airs. Et où l'affronter? Cependant, il veut d'abord parler, car ce n'est pas son choix de le considérer comme un ennemi, à moins d'y être contraint. Mais Perceval, perdu à ce moment-là et parlant une langue étrange, pousse Tristan à utiliser son attaque divine pour révéler qu'il ne s'agit pas d'un démon. Cependant, cela n'empêche pas le nain de l'attaquer, alors Tristan est obligé de riposter en infligeant 2 blessures assez graves. Mais en même temps, pas pour quelqu'un comme Perceval, une menace qu'ils devront exterminer. Cependant, les autres garçons s'interposent, comme toujours, pour le soutenir. Et malgré le danger, ils s'approchent pour l'enlacer et lui montrer leur présence, équilibrant ainsi ses pouvoirs. Et c'est là que Denis avoue enfin que cet enfant qu'ils attaquent est l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Alors, rapidement, l'autre garde retire la malédiction, mais Kion garde toujours son air dégoûté. En réalité, Perceval pleure de joie en retrouvant ses amis, mais il ne reste pas debout longtemps à cause de la gravité de leurs blessures. Il est important de noter que la guérison magique de Perceval ne fonctionne pas si son équipe n'est pas en sécurité. Alors Tristan, utilisant sa divinité, les soigne en un instant, un pouvoir qui enthousiasme beaucoup le protagoniste, comme tout le reste en fait. Cependant, il doit aussi s'occuper du bras de Kion, pour lequel, curieusement, sa magie ne fonctionne pas. Donc il doit s'agir d'une maladie ou d'une malédiction. Ce qui pousse Lémo à adopter une attitude trop prétentieuse, arrogante, réclamant une punition qu'il a lui-même cherchée. Perceval, restant calme, saisit son bras et parvient cette fois à le guérir grâce à son pouvoir. Ce qui devrait être une raison suffisante pour que Lémo s'excuse d'avoir failli tuer des enfants innocents. Cependant, il présente ce qui s'est passé comme un simple malentendu. Des excuses qui ne suffisent pas à Tristan, mais pour éviter d'autres problèmes, il laisse passer. Mais ce qui est important, c'est que Kion savait quels alliés avaient récupéré la pièce du tôle. Il prétend être une victime, affirmant qu'Isolde les poursuivait dès le début et qu'il a seulement réagi comme il le devait, ce qui ne convainc pas tout le monde, surtout Aang. Malgré tout, la situation se calme, car Isolde avoue qu'elle poursuivait le nain parce qu'il lui a pris sa virginité, qu'elle avait réservée exclusivement pour Tristan. Et maintenant, elle n'est plus digne du chevalier humour japonais. En tout cas, on arrive aux présentations où l'on a la grande révélation que Tristan n'est pas seulement le prince du royaume,
mais aussi l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Il est justement en train de réunir ses 3 autres compagnons. En fait, il n'en manque plus qu'un. Cela déroute les protagonistes qui découvrent que Lancelot, présent tout ce temps, était aussi l'un des cavaliers. En fait, il apparaît comme toujours à des moments aléatoires pour prévenir tout le monde que le 4e cavalier, que Tristan avait déjà prêt, s'est échappé. Il est quelque part en ville. Ils se séparent en équipe pour trouver le dernier allié, n'ayant arrêté que 2 membres jusque-là. Et en fait, il porte une armure étincelante entourée d'or et il s'appelle Gauvin. Cependant, avant de partir, Lancelot, qui lit dans l'esprit du prince, lui dit de ne négliger aucun détail. Et il se trouve que ce cavalier est un parent du propre Arthur, ce qui finit par être contradictoire pour tout le monde. Mais il n'y a pas le temps d'en discuter. Et nos protagonistes se dépêchent de chercher dans toute la ville, où il est évident que la cible ne porterait pas une armure voyante s'il cherchait à se cacher. Mais ici, ils discutent un peu. Perceval admet que même si son nouveau compagnon est parent d'Arthur, ce n'est pas une raison de le détester. Il doit juste régler ses comptes avec son père. Et en fait, ils parlent aussi de ce qui s'est passé avec la perte de contrôle de Perceval. Il rappelle au petit qu'il a failli perdre ses amis et il est très reconnaissant qu'il l'ait sauvé de ce qui lui est arrivé. Quelque chose qui, à sa manière, émeut tous les autres, celui qui s'emballe. Émotion de Nascience, qui essaie d'exprimer ses sentiments pour Perceval, mais qui ne finit par rien dire. Nous commençons à le deviner, et les lecteurs du manga le savent déjà. Saura-t-il ? En tout cas, ils deviennent de bons alliés en ville. Mais il les avertit qu'ils doivent se méfier de Kion, qui ment tout le temps et il est évident qu'il cache quelque chose. Ces enfants veulent seulement accomplir leur mission et ne peuvent pas perdre contre l'équipe de Tristan. Pendant tout cela, une fois de plus, le vieux Bartra prophétise l'union des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais aussi la perte d'espoir qu'ils vont subir. Tout le dialogue avec cette fille mystérieuse en arrière-plan, que nous verrons dans un instant. Alors que Lancelot observe le paysage à la recherche de sa cible, il est surpris par cette fille. Non seulement elle lui est très familière, mais elle paraît bien le connaître. Lorsqu'il lui demande qui elle se jette sur lui en affirmant être son amoureuse, bien qu'elle n'ait pas plus de 10 ans et ait encore du caca jaune. Malgré tout, c'est une fille très maligne, alors il préfère se montrer comme le plus fort. Mais cette petite le connaît trop bien, même jusque dans des détails très privés. Malgré tout, sa servante apparaît pour l'emmener. Et elle ne lui laisse que l'information qu'il trouvera bientôt la personne qu'il cherche. C'est précisément la mission des chevaliers de Tristan. Mais Kion ne surpasse pas Percival et continue de dire que lui et Lancelot ne sont que des paysans qui ne méritent pas d'être parmi l'élite, juste à cause d'une prophétie. Et malgré tout, Tristan continue de les reconnaître comme de grands et puissants guerriers. Mais ici, seul Ilémo se rend compte que le chevalier qu'il cherche est proche, alors il s'éloigne silencieusement des autres, profitant du fait que les autres sont avec le chevalier. Peliotoki, petite anecdote, est un enfant qui apparaît dans la première saison de Nanatsu en jouant à être Méliodas. En fait, les protagonistes sont perdus à ce moment-là en voyant la variété d'armures qu'il y a dans la ville. Et aucune ne correspond, du moins jusqu'à ce que tous sentent une présence meurtrière entrer dans la ville. Quelque chose que même Lancelot remarque. Mais avec tant de choses qui se passent et des gens étranges, il se cache comme un renard. Pélio étant le premier à trouver la source de cette étrange énergie. Et il semble qu'il ne s'agisse que d'un ivrogne, qui paraît assez normal en apparence, mais il l'interroge quand même. Celui-ci devient un peu agressif, déclenchant un combat où le chevalier se met à égalité, car c'est un combat à main nue. Mais il s'avère que l'ivrogne a un corps assez particulier, apparemment fait de feu. Pendant ce temps, nous retrouvons Kion, qui parvient à rattraper le chevalier, et sans lui laisser le temps de parler ou de s'expliquer, le maudit et le capture instantanément, révélant la jalousie qu'il ressent envers le fait que les 4 cavaliers soient les élus de la prophétie. Et que s'il parvient à en vaincre un, il serait un bien meilleur candidat. Une situation tendue dans laquelle Tristan intervient, car il soupçonnait déjà quelque chose de ce genre, mais il ne voulait pas confirmer qu'un de ses guerriers avait clairement ce comportement anormal. Alors ils lui font retirer les malédictions pour ensuite recevoir sa punition. Mais l'important, c'est de soigner le cavalier, ce qui arrive. Évidemment, c'était une autre personne qui a trouvé l'armure abandonnée, donc Gauvin est toujours en liberté quelque part. Cependant, nous revenons au ivrogne qui s'est avéré être un guerrier fort, même assez menaçant. Du moins jusqu'à ce que Perceval arrive sur les lieux. Ce qui le rend très excité de le voir, car ils ont un duel en suspens. Et même si personne ne comprend ce qu'il dit, on nous révèle qu'il s'agissait en réalité du vieux Pelgar sans armure, qui a suivi tout le chemin le cavalier de l'Apocalypse. Tout le monde est surpris, car personne ne pensait que cet enfant serait le héros de la prophétie. L'essentiel reste d'éliminer un des chevaliers d'Arthur. Et pendant qu'ils évacuent les gens, ce sont les plus puissants qui doivent l'affronter. Cependant, le chevalier sacro prend la tête.
car c'est son devoir de protéger les gens, mais surtout le petit. Pendant que nous nous éloignons, Isolde continue de pleurer son amour non partagé, tout en sentant une grande présence derrière elle, avec une voix grave qui essaie de la réconforter, lui disant à quel point elle est belle et forte. Et le fait qu'elle ne devrait pas perdre son temps avec des hommes insignifiants qui ne la méritent pas. Situation de flirt intense qui, même si elle ne porte pas ses fruits pour le moment, nous permet de découvrir la véritable Isolde. Et quelle présence brutale possède Gawain, qui est l'héritière du soleil, et qui justement, au milieu de son discours d'amour, est interrompue par la bataille dans la ville, laquelle est quelque peu stagnante à cause du pouvoir de Pelio, qui désorganise les attaques du Gros. Cependant, rien qu'en utilisant son pouvoir magique, elle est suffisamment forte pour tout faire exploser. Et là où Gawain prend soin de sa nouvelle protégée, l'obligeant à intervenir, tandis que Perceval s'occupe de garder les autres en sécurité. Le pouvoir du feu lui a toujours posé problème. Ce n'est pas une exception. Malgré sa maturité, il ne parvient toujours pas à vaincre Pelgar, qui préfère l'emmener comme subordonné plutôt que de le tuer. Et peu importe le nombre de ruses que le nain utilise, elles ne finissent pas par fonctionner. Mais ici, d'un simple claquement de doigts, l'énorme pouvoir de l'obscur disparaît avec l'arrivée de cette fillette, comme l'appelle Pelgar. Mais elle lui répond qu'il est facile de contrôler les attaques d'un simple utilisateur de feu, ce qui littéralement le met hors de lui. Cependant, le pouvoir doré de la jeune fille éteint sa flamme sans effort, simplement parce qu'il a interrompu son moment de flirt. Alors imagine à quel point elle est puissante, ce qui surprend Percival comme toujours. Pendant ce temps, Tristan arrive aussi sur les lieux, lui qui n'avait pas pu voir le genre du soi-disant chevalier. Ils en profitent pour faire connaissance, tandis que Pelgar se remplit de puissants adversaires voulant en finir avec lui, en plus du renard. C'est quelque chose d'important car il finit par comprendre que, d'après les descriptions que lui a donné le vieux sage, ces 4 enfants correspondent aux cavaliers épiques de l'Apocalypse, les plus grands ennemis de leur roi, réunis en un seul endroit. Donc son excitation est évidente face au bataillon qui nous attend. Cependant, les choses ne sont pas si simples, car même si nous avons la réunion épique des cavaliers destinés à vaincre le roi Arthur, il semble que Pelgar, bien qu'il les respecte, n'a pas peur de les affronter. Malgré cela, Lancelot, qui ne ressent aucune intention meurtrière chez ce type, lui dit que c'est sa chance de s'échapper. Cela crée un problème au sein de l'équipe, car Tristan veut le capturer. Pendant ce temps, Gawain, très offensé d'être traité comme une enfant, veut l'exterminer. Et c'est Perceval qui s'approche simplement de l'ennemi en cachant son arme, tout en lui disant que, contrairement à son propre père ou à Arthur, il n'a aucune raison de le haïr. D'autant plus qu'il sait qu'il n'est pas une mauvaise personne, ce qui est évident en voyant sa différence avec les autres ténèbres. Cependant, il profite de cela et de la naïveté de Perceval pour le capturer et suivre le conseil du renard de s'enfuir, évitant ainsi d'être atteint par le sort du cube parfait. Et même si on voit que Perceval se sent trompé, il n'oppose pas beaucoup de résistance. Et on remarque que ce type plaît à Perceval. Pendant ce temps, Donnie et les autres, inquiets, essaie d'annuler la magie. Mais ce sera impossible, même pour Tristan, qui reproche à Lancelot de ne rien faire pour arrêter Pelgar. Mais le renard ne se méfie pas non plus du chevalier, alors ils envoient Montpéliode chercher quelqu'un de fort pour retirer le sceau. Cependant, ils l'ont plus près qu'ils ne le pensaient avec Gawain, qui, avec une simple prière et le pouvoir du soleil, détruit le sortilège. Et maintenant, tout comme Tristan, ils partent à la recherche de Pelgar. Et même si l'albinos se révèle un peu lent, la musclée prend même la tête avec une vitesse incroyable et une attaque si puissante qu'on se rend compte qu'il ne se soucie pas de la vie de Percival. Et bien sûr, Pelgar est celui qui finit par éloigner l'enfant et reçoit toute l'attaque, ce qui le laisse complètement vulnérable. Mais le nain ne peut pas laisser tuer l'obscur qui vient de le sauver, et il assène un bon coup à la fille. Mais cela ne fait qu'aggraver son tempérament, et elle lui rend un énorme coup de pied qui l'assomme pendant quelques secondes. Pendant ce temps, Gawain se vante d'être l'apogée de la perfection inégalée, et on découvre qu'il descend d'un grand roi. Mais c'est alors que Tristan intervient, essayant d'arrêter la jeune fille qui va beaucoup trop loin. Mais Gawain en profite pour dénigrer le fait qu'elle soit comparée à 3 enfants, alors qu'elle est si parfaite. Si quelqu'un a une objection, il peut le prouver avec des épées non décoratives, ce qui provoquerait n'importe qui. Mais l'albinos n'attaquera aucun camarade parce qu'il a ses propres codes. Il préfère recevoir un coup de la fille musclée. Alors Perceval s'interpose à nouveau, avec des mots si blessants qu'ils ne font qu'augmenter la force dans le poing de la fille musclée. Mais avant le grand final pour le nain, Pelgar reçoit tout l'impact. Et même s'il était assez blessé, la magie de contention que lui avait lancée Péliodantès ne fait plus effet et il peut se battre avec toute sa magie. Alors Gawain invoque à nouveau le pouvoir du soleil pour combattre ce misérable survivant, comme il l'appelle. Cependant, contrairement à la victoire qu'il attendait,
Un coup de masse apparaît parmi les flammes, avec une leçon d'humilité, même s'il ne le comprend pas tout de suite. Et le chevalier dévie toutes les attaques comme il peut. Non pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'il a plus de technique. Ainsi, quand la fillette se fatigue, il en profite pour l'endormir plus longtemps, réalisant alors l'incroyable magie et potentiel qu'elle possède. Mais elle reste une débutante, ce qui trouble l'esprit de Gawain, qui avait l'habitude de toujours gagner. Et contrairement à la réaction que l'on pourrait attendre, il se met à pleurer comme un nouveau-né. Un drame sans besoin de Pelgar, qui quitte finalement les lieux, n'ayant plus envie de se battre. Et puisque Tristan, par reconnaissance, ne veut pas non plus l'attaquer, il se contente de promettre qu'il fera de Percival son disciple, ce que le nain n'accepterait jamais. Mais il lui envoie un petit cadeau. Pendant ce temps, Gawain pleure à chaudes larmes, car elle était supposée invincible selon ses parents. Le protagoniste ne sait pas comment l'apaiser, mais Tristan, en lui apportant l'idée et reconnaissant sa force, aide la jeune fille à retrouver sa personnalité. C'est ainsi qu'on a pu la contrôler avec le temps. Malgré tout, Perceval ne va pas lui pardonner complètement, et à chaque occasion, il va lui donner une leçon d'humilité, en lui rappelant qui a humilié une fille, car, comme les autres, elle a 16 ans. Ainsi, Lancelot, qui a lui aussi une grande vision, est rassuré que la situation ait été résolue. Cependant, se calme l'alerte sur le fait qu'il y a une autre présence dans la ville, mais cette fois-ci bien plus dangereuse, et en effet, nous avons ces deux personnes encapuchonnées. Mais avant de répondre aux questions, ils semblent parler de façon étrange entre eux, comme s'ils suivaient au désordre. Alors l'un d'eux disparaît des lieux, tandis que son compagnon décide soudainement de combattre, révélant une silhouette que nous connaissons très bien. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'à travers la magie noire du purgatoire, il parvient à invoquer l'un des redoutables commandements, ou plutôt deux, puisque l'invocatrice est Mélascula, la foi. Un duo doté d'un grand pouvoir, puisque Galan détruit le premier chevalier, qui est en train d'envoyer un message de terreur à tous ceux qui les ont affrontés il y a des années. Et c'est déroutant que cela se produise, surtout pour Méliodas, nous offrant un petit résumé de la guerre sainte, qui a eu lieu il y a 16 ans, où les 7 péchés ont vaincu les 10 commandements, après une saison difficile qui a tout de même causé de grands dégâts à Camelot, et acculé ses guerriers les plus puissants. Nous avons donc à nouveau 2 de ces créatures, grâce au roi Arthur, et elles sont remplies de haine. C'est ce que l'on voit lorsque les chevaliers de Léon tentent d'attaquer. Mais Galan ne se contente pas de couper le village en 2 d'un seul coup, il commet aussi un massacre en un instant. Cependant, il semble ignorer la raison pour laquelle ils sont de retour dans ce monde. Pendant que tout cela se passe, Méliodas a déjà été informé de la situation et décide d'organiser ses actions de manière plus stratégique. Car, comme le dit Gilles, il est très probable que ces types ne soient qu'une distraction pour quelque chose de bien plus complexe. Il conclut que leur bien le plus précieux actuellement est la clairvoyance de Bartra. Et ils doivent le protéger, mais si Méliodas s'en va, qui protégera le peuple si ce ne sont pas les péchés capitaux? La solution est plus qu'évidente pour lui. Et c'est que les chevaliers ressentent la puissance, et même s'ils ont peur, ils savent qu'ils doivent affronter ce danger aussi monstrueux. Alors ils se téléportent sur place. Bien que l'ennemi s'attende à ses anciens rivaux, il tombe sur un groupe d'enfants peu impressionnant en apparence. Mais en observant mieux, il remarque que la fille musclée détient le pouvoir du soleil. D'un personnage que Galan connaît très bien, et Tristan possède l'obscurité et la lumière des parents les plus puissants. En plus, il y a Lancelot, ce qui était déjà assez évident, mais on nous confirme qu'il concentre le pouvoir de ses parents. La fée et le renard sont là, et bon Percival. Ainsi, les 4 chevaliers réunis sont quelque chose de dangereux, ce qu'Arthur observe aussi de loin. Et même s'ils ne sont pas impressionnants, le roi sombre connaît leur potentiel. Bien sûr, il est surpris que sa propre nièce soit la femme de l'équipe, car c'est essentiellement sa famille contre lui. Cependant, cela semble être une situation amusante pour le type, qui décide maintenant de visiter lui-même la ville pour voir la qualité qui s'y trouve. Et c'est ainsi que nous commençons un combat où Galan libère une rafale de coups qui, malgré sa vitesse, ne parvient à toucher que les 2 membres les plus lents de l'équipe. Mais Tristan, qui a réussi à l'esquiver, doit affronter Mélascula et Lancelot contre Galan. Mais Gawain, qui semblait avoir reçu le coup, s'interpose car il veut en faire son propre combat. Et au début, aucun des coups de l'ennemi ne lui fait de mal. Pendant ce temps, Tristan, assez sous-estimé, décide d'utiliser le pouvoir de sa mère. Ce qui prouve que les nains ne sont pas si faibles, même Perceval qui, après avoir guéri, voit son corps commencer à surcharger de magie. Pendant ce temps, Gawain commence à être un peu dépassé, car ses attaques ne sont pas efficaces non plus, ce dont profite Galan pour punir la jeune fille de son manque d'expérience. Ici, le violet semble souffrir, car les souvenirs de son passé et ce qu'Arthur lui a implanté troublent un peu son esprit. C'est curieux,
Mais cela ne dure pas. Malgré tout, c'est assez de temps pour que Gagwen reprenne ses esprits, et avant de continuer à recevoir des coups, elle riposte avec sa dague, qu'elle peut combiner avec sa capacité de téléportation, réussissant à blesser l'ennemi, mais surtout en le coupant en plein milieu. Pourtant, même avec la confiance de la jeune fille, il était clair qu'il ne mourrait pas si facilement. Cependant, avant que ses fibres ne puissent se régénérer, l'une des marionnettes inoffensives de Percival apparaît, pour lui faire exploser le corps à un point de force et de magie qui le ramène à sa forme originale, ce qui est plus important qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, Tristan vit un très mauvais moment, car son pouvoir est insuffisant. Cependant, avant de se vexer d'être sous-estimé pour cela, de ne pas être à la hauteur de ses parents, il sait que c'est vrai et il trouve ça génial parce qu'il les admire énormément. Et c'est justement là qu'ils sont interrompus par une fée inconnue qui finit par tromper Melascula. En utilisant ses pensées, elle découvre que son compagnon, celui qui s'est échappé au début, se dirige vers le sous-sol du château. Et tout cela a été possible parce qu'en réalité, cette petite créature est Lancelot, déguisé qui, en plus pour couronner le tout, lui fait se souvenir de son passé. Des paroles qui tourmentent l'esprit du commandement. Ainsi, la malédiction d'Arthur finit par la transformer en un serpent géant qui menace de détruire la ville, ce qui provoque la colère. Maintenant, Tristan, qui préfère mourir plutôt que de laisser ses compagnons être tués, active le pouvoir de son père, un pouvoir qu'il n'aime pas utiliser, mais avec lequel il détruit l'ennemi d'un seul coup et avec une présence incroyable. Ainsi, les deux commandements retournent à leur totem d'origine. Le renard doit vite rejoindre le château, car le véritable ennemi, bien plus dangereux que tout ce qu'ils ont affronté, est tout proche. Cependant, alors que Persée applaudit la puissance incroyable de Tristan, Gawain semble un peu jalouse. Elle a toujours pensé que Tristan était le plus faible des quatre. Elle ne se sent plus la numéro 1. L'albinos, humble, tente de la rassurer en disant que sa capacité n'est que temporaire. En fait, sa durée est très courte et cela le laisse vraiment épuisé. Ce avec quoi Persée n'est pas vraiment d'accord, mais quand il donne son avis, cela apporte plus de problèmes qu'autre chose. Donc pour l'instant, l'important pour le nain, c'est de retrouver son équipe, et on peut voir leur bonheur. De plus, ils peuvent voir que les chevaliers qu'ils aspiraient à devenir respectent autant Persée que les autres cavaliers. Donc en faisant une pause, nous passons au cachot de la ville où les chevaliers de Tristan discutent. Car même s'ils sont amis d'enfance, comme nous l'avons vu il y a quelques chapitres, Lémo est soupçonné de trahir le royaume. Cependant, nous voyons ses plans macabres contre les cavaliers et sa mauvaise aura évidente. Il a un objectif, et c'est de se méfier de tout ce qui pourrait représenter un danger pour son chef respecté. Mais avant de savoir s'il est menteur ou non, un chevalier mystérieux apparaît. Et par le style de son armure, il est quelque chose d'inconnu. Cela dit, il parle comme un guerrier assez sage, laissant même le duo passer pour de simples novices. Pourtant, il est évident qu'il s'agit de l'un des chevaliers d'Arthur. Ils engagent donc un combat où l'adversaire attaque en premier et ils parviennent à bloquer une attaque. Mais cela leur donne une fausse confiance, pensant qu'ils peuvent le vaincre sans problème. Mais ils réalisent que même leurs invocations échouent, car le chevalier, utilisant la magie de glace en aria, affaiblit quiconque s'approche. Donc pour le moment, c'est très risible de penser avoir la moindre chance de se battre contre lui. Cependant, un invité inattendu apparaît avec sa magie de glace pour rétablir l'équilibre. Et il s'agit de la vice-commandante des chevaliers, Gwyla, probablement la femme la plus puissante parmi les rangs sacrés des lions. Et elle est crainte de tous pour un pouvoir magique si grand qu'elle a été capable de brûler des centaines de démons lors de la dernière guerre sainte. Et, pour l'anecdote, elle a eu quelques histoires d'amour avec l'ivrogne Hauser. En fait, elle est ici sur ordre de Méliodas, car il soupçonnait que les commandements n'étaient qu'une distraction pour d'autres plans. Cependant, ce combat ne va pas être facile du tout, car le niveau des compétences est assez équilibré et il semble qu'ils se connaissaient déjà auparavant. Ainsi, l'échange de coups commence à tout faire exploser autour d'eux, offrant l'opportunité au chevalier de glace de lancer le premier coup critique. Cependant, Gwyla, qui était plus attentive, finit non seulement par être plus rapide, mais aussi par lire les mouvements, ce qui lui permet littéralement de faire exploser l'armure du guerrier, révélant qu'en réalité, il s'agit d'une femme. Rien de moins que la célèbre Jéricho, cette jeune fille rencontrée il y a des années, dont le frère a été battu et qui est devenu chevalier sacré pour le venger. Pour une raison inconnue, elle est maintenant la plus jolie parmi les rangs d'Arthur. Fait important, elle a aussi été la maîtresse de Lancelot, donc quand on le lui rappelle, cela semble l'affecter un peu. Mais elle se ressaisit rapidement et profite de la magie de glace. Non seulement elle empêche Gwyla de récupérer son arme, mais elle parvient aussi à prendre l'avantage. Pendant ce temps, la vieille amie essaie simplement de lui faire raconter ce qui s'est passé, ce qui a fait que les choses ont changé pour elle et qu'elle a rejoint les méchants. Surtout avec la bonne relation qu'elle avait avec toute la famille de Van, en particulier avec le plus jeune. Mais elle préfère ne pas répondre, mais plutôt se battre,
Et cette décision fait que la fille aux cheveux noirs finit complètement gelée et sans beaucoup d'opportunités de gagner. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, puisqu'une flamme violette apparaît soudainement de nulle part, appartenant évidemment à la race des démons. Mais cela s'explique car c'était la seule fille présente lors de l'éruption de pouvoir démoniaque. Avant d'être soignée par Van, elle a gardé ses restes de magie pour elle et les a intégrés à son propre corps. Cependant, Jericho n'y prête pas attention et attaque avec ses pointes de cristal qui ne peuvent pas faire grand-chose face à l'intensité et au contrôle de pouvoir de l'autre fille. Il n'a donc aucune difficulté à se déplacer rapidement et blesse sérieusement son bras. Côté force, la gagnante est déjà désignée. Cependant, Jericho a encore des choses à cacher. En effet, quiconque parvient à la blesser finit par être contaminé par la malédiction de glace qui consume son corps petit à petit. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'échapper, une voix familière retentit derrière les chevaliers. Il s'agit de Lancelot et de ses puissantes flèches, la seule personne que la maîtresse ne voulait pas rencontrer. C'est pourquoi elle essaie de ne pas se battre et le menace avec la vie de la commandante. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Lancelot lui arrache la commandante des mains. En plus de détruire la partie la plus haute de son armure d'un seul coup, alors Jericho en profite pour se sauver et s'échapper. Quelque chose que Lancelot ne peut pas permettre, il laisse les autres s'occuper des soins pendant qu'il part à la recherche de sa maîtresse, qui parvient à accomplir sa mission de faire taire un allié qu'ils avaient enfermé. Ici, le renard surgit, cherchant à comprendre pourquoi elle l'a abandonné et comment elle est devenue l'allié d'Arthur. Cela nous donne un bon contexte, car lors d'un conflit important, il y a 6 ans, Lancelot et sa maîtresse ont été enfermés dans une autre réalité pendant 3 ans de plus, où le renard était encore très jeune et représentait plus un fardeau pour sa maîtresse qu'autre chose. Elle ne l'a jamais vu ainsi, car c'était la période la plus heureuse de sa vie, parce qu'elle l'aime littéralement. Ce à quoi l'enfant répond qu'il l'aime aussi et qu'elle est une partie importante de la famille. Mais elle ne peut pas cacher que ce qu'elle ressent vraiment, c'est de l'amour pour Lancelot, et elle l'explique en détaillant précisément pourquoi. Sa mauvaise humeur, sa fermeté, ses comportements, elle aime tout chez lui. Elle aime cet enfant comme un homme, un sentiment qui s'est formé pendant les 3 années d'enfermement, mais cela reste un amour pour quelqu'un qui a 18 ans de moins qu'elle. C'est donc cette peur de ses sentiments troubles qui l'a poussée à s'éloigner. Ce moment est sa seule occasion de lui révéler la vérité puisqu'on l'attend de l'autre côté. Une affirmation étrange pour tous qui se résume à une promesse faite par Arthur. Un monde où Lancelot ne pourrait aimer qu'elle seule, et c'est quelque chose qu'elle protégera de toutes ses forces, même si elle doit affronter son véritable amour. Ainsi, Lancelot essaie d'empêcher qu'elle soit trompée par le roi, mais la jeune fille ne veut rien entendre et finit par s'enfuir, laissant le renard assez frustré. Pendant ce temps, les autres, pour célébrer la victoire, veulent profiter de toute la nourriture possible. Cependant, les commandements ne sont pas encore terminés, et sa relique finit par libérer, cette fois, une créature monstrueuse qui fusionne les deux êtres avec cette apparence grotesque. Les cavaliers n'ont donc plus d'autre choix que de se battre à nouveau. Cependant, lors de la première attaque, il semble être un ennemi bien plus résistant, capable même de lire sans difficulté la direction des attaques de Gawain. Cela devient donc extrêmement complexe, même pour Tristan, dont la magie est très puissante, mais il n'arrive pas à l'atteindre, c'est pourquoi Perceval décide d'attaquer en solo. Pour une raison inconnue, il perd sa direction et ses attaques manquent de précision, si bien qu'il se fait attraper et que tout le monde doit l'aider. Mais Gawain est largement suffisant, car en utilisant l'une de ses attaques, maîtresse de feu, il parvient à faire en sorte que le sol sous l'ennemi l'engloutisse. Il progresse petit à petit. Pendant ce temps, Perceval est sauvé par Tristan et par Denis, qui, grâce à toute sa magie, parvient à contrôler la bête, qui en vérité finit assez blessé. Mais les deux héros aussi, même Gawain, qui sans magie, perd toutes ses caractéristiques physiques, ou enfin pas toutes, tout comme un certain personnage. Alors ils les mettent en sécurité, tandis que Perceval et Tristan voient soit l'occasion d'attaquer, puisque la bête ne peut pas bien se déplacer. Cependant, en unissant leurs forces, ils semblent perdre le contrôle de leur corps, et finissent par s'évanouir les uns les autres, puisque le reste des alliés et les chevaliers perdent aussi leur mobilité. Et c'est Nassiens le seul à reconnaître que tout ce qui se passe est dû au commandement. Cependant, pour l'instant, allons au château où la sécurité est en train d'être renforcée. Pendant que Méliodas apprend que Jericho est avec Arthur, malgré tout ce chaos, il sait qu'ils doivent continuer à protéger Bartra, qui est la cible de l'ennemi. En fait, de l'autre côté, Nassiens commence à perdre sa mobilité. Mais avant qu'il ne tombe, un vieux médecin bien connu, le grand Hendrickson, apparaît. Il sait que ce qui affecte les guerriers est un poison produit par la bête qui fait perdre aux victimes la notion de distance et de précision lorsqu'elles frappent.
ce qui explique pourquoi la bête a été si résistante. Heureusement, le médecin et Dreyfus ont compris la situation et sont arrivés à temps. Et c'est ici que Natiens, sachant qu'il s'agit d'une toxine, assimile un vaccin dans son corps et le diffuse sans problème à toutes les personnes affectées. C'est quelque chose d'incroyable pour Hendrickson, mais pas tant que ça pour la bête qui décide de réagir. Mais le vieux Dreyfus utilise son pouvoir qui, avec la grande détermination d'Isolde, pousse tous les chevaliers à puiser dans leur dernière force et à attaquer. Tout cela en soutien aux 4 cavaliers et à leur cause. Il gagne suffisamment de temps pour que Natiens puisse soigner Percival, qui reçoit une nouvelle évolution de son pouvoir. En effet, ces slimes acquièrent une intelligence supérieure. Ils ont même une apparence différente, ce qui ne semble pas être une évolution agressive ou très puissante. Cependant, après que la bête ait anéanti la plupart des chevaliers déjà très épuisés, les petites créatures les soignent instantanément de blessures mortelles ou de graves maladies, comme le dos de Dreyfus. Ainsi, le démon, dans son désespoir, commence à attaquer les habitants de la ville qui s'envolent dans les airs. Et c'est Aang qui essaie de calmer la situation. Mais tous les guerriers sont déjà à bout de force et de magie, alors Percival apparaît pour attaquer à nouveau. Et même si au début ces attaques ne font pas beaucoup de dégâts, ces slimes commencent à renforcer son aura, réussissant à percer l'armure de l'ennemi. Et comme ces créatures s'immolent à volonté, cela crée l'ouverture nécessaire pour que le héros puisse enfin trancher l'ennemi, montrant à tous qu'il est possible de vaincre ces créatures, et encore plus avec le pouvoir du cavalier de la mort à ses côtés. Mais c'est tout pour les chapitres 22 et 23 de cette série, qui touche déjà à sa fin. Probablement dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant, profitons de ce qu'il nous reste. 400 commentaires pour la partie finale. J'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi en la réalisant. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de ne pas te perdre et de rester avec moi un moment.